Salut, ici Charles Castonguay, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les barres Ultra Énergie, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 71e épisode de Pas sorti du bois. 71, écoute, on est dans le temps des fêtes. Au moment de l'enregistrement, on est presque dans le temps des fêtes. Au moment de la diffusion, ce sera le dernier épisode de l'année. En fait, pas tout à fait. J'expliquerai pourquoi tantôt. J'étais avec Charles Castonguay. Salut Charles. Salut Yannick, ça va? Ça va toi? Yes. Hey, merci d'être là. Ça fait plaisir, vraiment, là. Vraiment, merci de l'invitation. Depuis le temps, parce que, écoute, je pense que ça fait un méchant bout qu'on se parle comme tout le monde dans la pandémie virtuellement. On s'est connus via ta blonde, Catherine, que j'avais reçue, Catherine Lemire, pour la nommer au complet, que j'avais reçue à l'épisode 6, puis on s'était mis à jaser, puis à un moment donné, on jasait de bière. Puis on s'est comme rendu compte à l'écrit assez vite que on était des tripeux de course et des tripeux de bière. Puis à un moment donné, on s'était jamais rencontrés en vrai, mais on s'envoyait nos photos de bière. Ouais, c'est ça, exact. Donc, pour cette raison-là, on va avoir 2 épisodes. C'est mon cadeau du temps des fêtes. Là. Ceux qui se sont connectés aujourd'hui sur votre application préférée pour écouter votre dernier épisode de l'année de Pas sorti du bois, vous avez vu qu'il y a 71 et 72. Là, vous êtes en train d'écouter le vrai épisode. On va y aller avec un format plus standard. On va jaser de course, de préparation physique, parce que c'est ce que tu fais dans la vie. Tu es préparateur physique. Tu es un coureur d'ultra, un coureur sur route aussi. Tu as une super saison cette année. Ça va être le fun de jaser de tout ça. Puis, bon, il y a un autre épisode. On s'est dit, regarde, on est des fans de bière. Toi, je pense que tu connais ça vraiment beaucoup. J'aime plus la boire que connaître les détails de la fabrication. Écoute, je pense que c'est là qu'on s'en va. C'est qu'on va en boire. On va pas juste en parler. Donc là, c'est l'épisode sérieux. On parle de course, on parle des choses saines de la vie. Puis l'autre épisode, c'est un off, pas sorti du bois pour le fun, pour finir l'année sur une note festive, disons-le comme ça. Les deux vont être très, très plaisants. Mais c'est pas parce que l'épisode de bière, c'est le prochain qu'on n'a pas quelque chose à boire en ce moment. Écoute, on a un produit bien spécial. Moi, ceux qui me connaissent, j'ai un passé de théâtre, de comédie musicale. J'ai une troupe de théâtre depuis longtemps que j'avais fondée avec ma copine de l'époque. On est encore super impliqués les deux, qui s'appelle le Théâtre du Chat-Noir, qui est dans la région de Québec. Puis récemment, quand on a lancé notre nouveau logo, nouvelle identité visuelle, on a profité de la pandémie pour faire ça. On a sorti une bière qui est le Théâtre du Chat-Noir, mais elle s'appelle l'après-chaud. Parce que moi, le théâtre dans ma vie est un peu comme la course dans ma vie, bien intense dedans. Puis il y a l'après-chaud, l'après-course qui est la bière. Donc, on a une après-chaud, une 6% d'alcool qui est faite par Brasseur sur demande, dont le brasseur, le maître brasseur, Hugo Charland, est un gars dans la troupe. Ah, cool. Mais le lien avec la bière, l'épisode, toi, ne s'arrête pas là parce que en jasant de bière, de course ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait le même background de comédie musicale et de théâtre. Exactement. C'est quand même rare. Que deux gars qui se rencontrent ont le même background de théâtre musical. Théâtre musical, c'est ça. Toi, t'as un background. Avant qu'on parle de ton background de course, parlons de ça. D'où c'est arrivé cette histoire-là du théâtre dans ta vie? J'ai fait du théâtre là, pas mal tout mon secondaire, je te dirais. Puis à la fin du secondaire, on a eu un gros projet de monter une comédie musicale pour la présenter pour quelques représentations à l'Île aux Coudes. Puis dans le fond, ça a fait un beau tabac. Ça a été une super belle expérience. Puis il y a un hôtel qui nous a approchés à ce moment-là pour la représenter tout l'été pour eux dans un théâtre d'été. J'étais quand même jeune à l'époque. Là, j'avais peut-être 18 ans, 17 ans.
Puis finalement, de fil en aiguille, on a continué, on a fait une première saison. Je pense qu'on remplissait notre salle je pense qu'il y avait 150 places ou 200 places, on la remplissait à chaque soir. On a continué une deuxième année. Mon ami qui faisait la mise en scène, lui, il était prof, il avait étudié à Lionel Groulx et il connaissait beaucoup de monde de l'École nationale de Montréal et tout. Donc, ceux qui quittaient la production, il les remplaçaient par des gens des Écoles nationales de Montréal, à Lionel Groulx, l'École nationale de Québec. Donc, au fil du temps, là, je te dirais que sur les 6 ou 7 ans que j'ai été là, on a parti de tous des jeunes de l'île, puis on s'est ramassé plus du 2/3 de l'extérieur, 1/3 de l'île. Puis ça a fait que la production a augmenté beaucoup en qualité parce qu'on avait des professionnels qui s'ajoutaient à nous, puis c'était vraiment extraordinaire, c'est une expérience là, fantastique. Puis on faisait des pièces rock'n'roll qui, moi, c'est mon dada, c'est le rock'n'roll dans la vie, le swing et tout, là. Puis on a fait Grease, puis après ça, on a fait All Shook Up, comme on avait parlé. Puis non, c'était extraordinaire. C'est vraiment une belle expérience. Donc voilà, bienvenue à Pas sorti du bois, version théâtrale, mais très cool. C'est rare en trail, je pense, des gens qui ont ce background théâtral-là. Fait que cheers à ton passé théâtral. Cheers au Théâtre du Chat Noir pour cette bière-là. Shame on me, j'ai même pas vu une seule pièce à ce théâtre-ci. Mais je prends la résolution de l'année, vu qu'on approche la nouvelle année. Exactement. Écoute, la prochaine pièce qu'on fait, c'est janvier 2023. Fait que t'as le temps d'en reparler. Ouais. Délicieux, ça. Ouais, puis ça. Ouais, absolument. Parce que dessus, il est écrit bière forte, 6%, mais... Oui, c'est une douce IPA, je te dirais. Là. Pas extrêmement houblonnée, mais c'est parfait. Là. C'est une belle mise en bouche pour le reste. Pour la suite. Ça va être corsé. Donc, il y a comme, j'allais dire, il y a 2 angles à l'entrevue qu'on pourrait avoir. Il y en a 3. On pourrait parler de théâtre bien longtemps. On pourrait parler de bière. Donc, il y a 4 angles à l'entrevue. Mais plus sérieusement, il y a l'aspect coureur d'ultra parce que tu en as fait beaucoup. Tu as une grande expérience là-dedans. Ça va être le fun de parler de ça. Tu as aussi un background de préparateur sportif. C'est ce que tu fais dans la vie. Tu es allé au micro de Simon-Pierre Leblanc, pris en quarantaine. Tu as beaucoup jasé de ça. Je veux pas qu'on le mette de côté parce que je trouve qu'on n'en parle jamais assez, je pense, de préparation physique, puis on va y venir. Mais j'ai le goût de commencer avec l'autre focus que vous avez peut-être un peu moins abordé dans cette entrevue-là, parce que le but, c'est de compléter l'offre de podcast, c'est pas de te faire répéter les mêmes patentes. Donc, on salue Simon-Pierre, d'ailleurs. Oui, salut, ça fait longtemps. Je l'ai pas revu depuis, d'ailleurs. Donc, parlons de ton background, plus de course. Ouais. On sait maintenant comment le théâtre est entré dans ta vie. Comment la course, elle, est entrée dans ta vie? Je pense que tu as un background de canot à glace, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, moi, je viens de l'Île-aux-Coudres. Le premier sport que j'ai fait, en fait, c'est vraiment le cross-country au secondaire, encore une fois. J'avais un prof qui a starté une équipe de cross-country. Je suis rentré là-dedans. J'ai adoré ça. Tu sais, je me mettais vraiment tout de suite, là, quand j'étais jeune, à bloc. Là. Peu importe la distance, je partais comme un fou, puis je gérais un peu comme... J'essaie de gérer ma course après, finalement. Puis, étonnamment, je gagnais des courses comme ça. Okay. On dirait que ça faisait peur aux autres, peut-être. Je sais pas. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu fais n'importe quoi. Quand t'es jeune, t'avais la même barbe et les cheveux longs. C'est ça, à 12 ans, ça faisait peur sur la ligne de départ. Là. Puis, non, c'est ça. J'ai fait ça. Pendant un bout, je suis même allé aux provinciaux une fois. Je me suis fait démolir. D'ailleurs, j'ai essayé d'appliquer la même stratégie, de partir à bloc. Mais ça, avec les autres qui étaient un petit peu plus de talent, ça n'a vraiment pas fonctionné. Mais quand on n'essaye rien, on n'a rien. Ben voilà. Puis, mais ensuite, c'est ça. J'ai un peu moins couru. J'ai commencé à faire beaucoup de musculation, à m'intéresser à la muscu. Prendre la masse un peu. Puis là, à l'Île-aux-Coudres, il y a quelques équipes de canot. Mon oncle avait une équipe de canot à glace. C'est comme une tradition à l'île un peu. T'sais, le canot à glace à l'île avant, c'était vraiment pas un sport, mais c'était une nécessité pour le transport des gens, l'hiver, pour le transport des vivres, de la poste, etc. Même mes 2 grands-pères en ont fait pour vivre. Là, c'est intéressant. J'ai un vieux vidéo d'un de mes grands-pères qui est dans un vieux canot en bois. Ils shake d'un côté à l'autre avec leur petite pagaie. Il y a une clope dans la gueule. Puis ils traversent le fleuve comme ça. Puis nous autres, on est dans les canots en fibre de verre, puis des équipements tout raffinés, puis tu regardes les 2 contrastes, c'est comme wow, c'est ça. Je pensais qu'il n'y a pas si longtemps, tu sais, je veux dire, oui, le canot, là, tu sais, je veux dire, ça fait partie de nos traditions, de nos racines ici, parce qu'il recule avant même qu'il y ait un Européen qui débarque ici, ça faisait longtemps que c'était utilisé, mais j'avoue que j'avais pas pensé à cette histoire-là, ça fait doit pas faire si longtemps qu'il y a un traversier entre Saint-Joseph, c'est Saint-Joseph? Saint-Joseph-de-la-Rive. Saint-Joseph-de-la-Rive et les Île-aux-Coudres. Je pense, tu sais, je veux pas dire de date, j'imagine que c'est dans les années 60-70.
Mais l'hiver, je pense que ça a été quand même long. Là. Ah avant qu'il y ait des grosses coques en acier qui soient capables de traverser le fleuve. Parce qu'à l'île, quand la marée est basse puis que la glace s'accumule, tu peux avoir des blocs de glace de 6, 7, 8 pieds de haut. Là, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas des petites affaires. Là. Fait que ils ont continué quand même assez longtemps, je te dirais, là, à transporter les gens. Ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé à faire du canot avec mon oncle Guy, puis j'ai pris la piqûre. Fait que là, il m'a fait faire des courses. Puis je pense que j'avais 16-17 ans à ce moment-là. Ouais. J'ai commencé vraiment jeune. Puis c'est trillant, là, tu sais, ça t'apporte vraiment... Moi, je fais du sport dans la vie là, pour me sentir en vie. Puis quand t'es sur le fleuve, par une belle journée de janvier, même s'il fait moins 15, dans le milieu du fleuve, tu t'embarques sur une glace avec ton canot, puis tu cours sur la glace sans te tenir à rien ou presque. Puis que tu as les montagnes de Charlevoix autour de toi, tu peux pas te sentir plus en vie que ça. En tout cas, comme face aux éléments. Ouais, c'est assez difficile de battre ça quand même. Fait que j'ai vraiment adoré ça. J'ai continué pendant plusieurs années, mais je suis plus un gars, je te dirais, de sport individuel à la base. Fait qu'à un moment donné, juste l'organisation, moi je peux telle date, moi je peux pas tel après-midi, moi je peux... C'est quand même beaucoup d'organisation quand t'es 5, là. Puis ça me plaisait un peu moins. Fait que tranquillement, j'ai plus fait des remplacements. Puis à un moment donné, j'ai juste bifurqué plus course à pied, que j'ai continué à faire quand même tout le temps, finalement. Puis j'ai laissé un petit peu le canot à glace, mais... C'est dans mes racines, là, encore, là, c'est sûr. Là, je vais faire une sortie la semaine prochaine parce que, dans le fond, ma tante a starté à l'île aux Coudes le musée du canot à glace. Okay. Puis il organise des sorties, un peu comme Québec Expérience font à Québec. Il organise des sorties à l'île, fait qu'il y avait besoin d'une personne pour aller guider. Fait que je vais avec eux. Puis, c'est cool. Ouais, ça. c'est fun. Ça reste c'est dans tes racines, puis ça reste dans ton bagage sportif. Ouais, exact. C'est le fun. Puis, c'est comme je te dis, le feeling de sauter sur une glace, tirer le canot. Je te dirais, je n'ai pas de besoin à chaque jour de ma vie, mais une fois de temps en temps, c'est le fun d'aller le rechercher. On a un méchant thrill. C'est un sport extrême, on s'entend. C'est à essayer. Là. C'est vraiment à essayer une fois dans sa vie, là, certainement, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Là, ça vaut la peine. Puis, à quel moment tu es passé de la course, le cross-country, à les plus longues distances, que ce soit sur route ou en sentier? Ben, c'est ça. J'ai fait le canot, puis après ça, je faisais beaucoup de musculation à ce moment-là. C'est ça qui m'a intéressé envers la kin aussi. Là, j'étais dans le gym, j'expérimentais beaucoup par moi-même. Puis là, dans le fond, quand j'ai quitté un peu le canot, je me suis remis à courir énormément. Puis là, à un moment donné, j'ai comme laissé un peu la muscu plus de côté, puis j'ai commencé à courir beaucoup plus longtemps. Puis je voyais justement des événements qui commençaient à s'ouvrir, comme Arikana en 2014. Je pense que c'était ma première course, c'était ça. Puis je voyais les distances qui affichaient, puis j'étais comme « Ah, ça a l'air intéressant ». Puis c'est juste comme ça, c'est juste par une curiosité, je te dirais, que j'ai commencé à faire de la trail. Le fait aussi que quand j'étais plus jeune, pendant beaucoup d'années, j'ai été entraîneur en ski de fond. Puis l'été, avec les athlètes, on fait beaucoup de cross-training. On fait du vélo montagne, on fait du vélo de route. Eux, ils font du caroulette. Moi, j'en fais pas parce que si tu n'as pas besoin de faire du caroulette, t'en fais pas dans la vie. Là. Selon mon opinion, moi. Mais bref, c'est mon opinion. Puis ils faisaient beaucoup de courses en sentier. Fait qu'on dirait que j'ai commencé avec eux à découvrir ça. Puis on faisait des... Eux autres, quand ils s'entraînent, c'est des 2, 3, 4 heures. Fait que à un moment donné, à l'entraînement, tu tapes des 21, 22, 25. Puis là, tu fais comme, il y a un 28 à Arikana. Ben, je viens de faire 25 avec mes athlètes mollo, mais on s'inscrit puis on y va. Puis c'est vraiment né comme ça. Là. Mais le 160 était très loin dans ma tête. Ouais, c'est ça. Il y a un step entre un 28. Je tiens à le dire, 2013, UTHC 28, 5e. C'était 2013. Première édition, je pense, dans ce temps-là, ça s'appelait le XC Arikana. Bref, de la deuxième année, ça s'est mis à s'appeler l'Ultra Trail Arikana. Mais au début, même, c'était XC Arikana, je pense. OK. Je l'avais fait avec un de mes athlètes, celle-là. OK. Puis je pense qu'on était comme 2 puis 3e. Je me rappelle à mi-course. Puis lui, il me regarde et me dit « Toi, veux-tu gagner aujourd'hui? » Puis je fais je suis quand même pas mal à la bloc déjà. Tu sais, c'est tough. Il dit « moi, je suis là. Ça te dérange juste si je vais, puis je rattrape le premier. » Je dis « Non, man, fais ta course. » Puis là, il part, puis il est allé gagner par 10 minutes. Ah ouais? Il a rattrapé le premier comme ça. Puis les fondeurs sont incroyables. Ils ont tellement un overall de fitness qui est grand. Là. C'est impressionnant. Là, ça veut-tu dire qu'avec Alex Harvey qui a comme pris sa retraite, il faut avoir peur en trail? Là? Ben, moi, j'aimerais ça qu'il essaye. C'est sûr que j'aimerais ça, mais je pense pas que c'est dans ses intérêts. Je pense qu'il y a... Ben, peut-être. Je dis pas, mais... Je pense qu'il je pense qu'il veut sortir un petit peu de ça. Tu sais, je pense que là, en y parlant de temps en temps, il fait plus de la zone 1, il va avec sa blonde faire du vélo, il va courir le midi.
mais tu sais, ils s'entraînent pas autant qu'avant. Puis c'est bien correct qu'à un moment donné, faut qu'ils retrouvent une relation comme saine un peu avec l'entraînement, puis que ce soit... Il faut qu'ils détachent ça un peu de... Parce qu'avant, c'était sa job aussi. Même si t'aimes ça, ça devient ta job aussi. Là, fait que, là c'est juste pour son amusement personnel, puis c'est parfait. C'est correct aussi. J'en parlais avec Lynn Bessette quand je l'ai reçue il y a l'épisode 67, je pense, puis c'est ce qu'elle disait, c'est que c'est difficile passer de sport olympique, ou en tout cas sport de très haut niveau, parce qu'il n'y a pas que les Olympiques, Coupe du monde et tout, puis de redevenir monsieur, madame, tout le monde qui fait du sport pour avoir du fun. Puis je pense que Lynn, elle, ce qui l'a aidé, justement, c'est d'y aller all-in dans le gros fun, puis dans des aventures pas possibles, puis de se distancer un peu de ce qu'elle était habitué de faire. Mais on l'entend tellement souvent des athlètes olympiques ou des athlètes de haut niveau point qui s'entraînent tellement intensément, puis à un moment donné... Ils craquent. Moi, j'ai une collègue qui a fait du ski alpin très haut niveau, au Québec, universitaire et tout. Puis quand elle est entrée chez Ubisoft à la job, on jasait, puis elle me disait, j'en fais plus de ski alpin. Puis je pense qu'elle a recommencé l'hiver passé en mode ski de randonnée. Fait que ça lui a pris comme un nouveau sport pour redescendre des pistes. Mais après des années d'être dans le piton, dans l'entraînement, je pense que c'est le cas qu'on entend beaucoup. On parle d'Alex Harvey parce que tu as été son préparateur physique pendant un bon bout. Là. Parle-moi de ça. Alex, dans le fond, moi, j'ai fini mon bac en kinésiologie. J'avais 20 ans. J'ai fait un stage avec le Centre Pierre-Harvey, qui est le Centre national du Québec en ski de fond. Puis lui, il était un athlète à ce moment-là. On a le même âge exactement, puis Alex. Puis la préparatrice physique qui était là à ce moment-là, elle a décidé de quitter après, quand je finissais mon stage. Puis je m'entendais bien avec les athlètes, avec le coach. Le coach, il s'est assis avec moi, il m'a dit « Garde, si tu veux le poste, on sait que tu es jeune, tu n'as pas beaucoup d'expérience, mais si tu veux le poste, on te l'offre. Puis on va te former. Puis avec les années, tu vas devenir meilleur. » Puis il n'y avait pas vraiment de spécialistes de ski de fond dans ce temps-là. C'était même dans les sports d'endurance. Là, je te dirais même, ça fait pas si longtemps. Là, ça fait peut-être 14-15 ans de ça. Puis c'était pas très répandu, la préparation physique dans les sports d'endurance encore. Puis au fil des années, j'ai bâti ma réputation. J'ai été très chanceux au départ, je pense, d'avoir cette opportunité-là. Puis après ça, tu prends de l'expérience. Puis pour garder le poste, je pense qu'il faut que tu sois compétent aussi. Ben oui. C'est ça. Fait que dans le fond, j'ai bâti mon expérience. J'ai rencontré plein de mentors qui m'ont guidé dans plein d'aspects de la préparation physique. Tu as tout l'aspect développement de la force, développement de la puissance, mais tu as beaucoup aussi l'aspect de prévention de blessures, d'analyse du mouvement. Puis moi, j'ai beaucoup aimé la prévention de blessures, analyse du mouvement. J'étais beaucoup là-dedans. Puis dans le développement de force aussi, puis la puissance, évidemment. Mais je me suis fait une spécialité un petit peu plus dans l'analyse, l'évaluation fonctionnelle des athlètes, etc. Fait que dans le fond, j'ai bâti ma confiance, je te dirais, à travers les années avec Alex, avec plein d'autres grands athlètes aussi, là, pour être honnête, plein d'Olympiens. De d'autres sports, en snowboard cross, en taekwondo. Je suis allé aux Olympiques avec la Fédération de taekwondo canadienne. C'est ça, j'ai vu bien des bons athlètes. Je suis très chanceux de cette expérience-là. Puis avec Alex, ça a été juste... c'était un ami aussi, veux pas, t'as le même âge. Tu grandis ensemble, puis... On a eu une super belle relation, puis moi, je me suis amélioré beaucoup grâce à lui parce qu'il me donnait tout le temps des super bons feedbacks. C'est un des meilleurs skieurs au monde. Fait il sait quand même qu'est-ce que ça y prend dans son sport, puis comment il voit que ça se transfère ou pas. Fait qu'on a quand même grandi ensemble là-dedans, puis c'est comme ça que j'ai développé ma compétence de préparateur physique, je te dirais. Puis c'est sûr que vivre des grands événements avec Alex, avec toute l'équipe qui était là, avec Louis, là, son entraîneur aussi, ça a été incroyable. Là. C'est vraiment des beaux moments que j'ai vécu dans ma vie grâce à lui puis grâce au ski de fond, je te dirais. Fait que tu étais préparateur pour des skieurs de fond, mais tu l'as dit, tu as fait d'autres sports aussi, des athlètes de tous les sports. C'est un challenge. Chaque fois que tu as un athlète qui vient d'un nouveau sport pour lequel tu n'as jamais fait de préparation physique, faut que tu te replonges dans les livres. Oui, en fait, c'est qu'en kinésiologie, on apprend beaucoup à analyser le geste. On appelle ça de l'analyse de tâches. Fait que tu t'assois, tu regardes du vidéo avec des coachs par toi-même. Tu regardes qu'est-ce que le sport a besoin comme mouvement, comme qualité physique, comme filière énergétique. Puis là, tu es capable de déterminer ça avec l'analyse. Puis grâce à tes compétences de kinésiologue, normalement, tu es capable de bien décortiquer le sport puis de bien prescrire la préparation physique en relation avec ça. Puis si tu n'es pas capable,
tout bon kinésiologue va quand même avoir l'humilité d'aller s'asseoir avec l'athlète puis demander qu'est-ce que tu penses que tu as besoin, puis de travailler en équipe un peu. Puis je pense que ça, c'est super important. Puis au contraire, moi, ça me challenge parce que, tu sais, mettons, j'ai fait 10 ans, 12 ans, puis je fais encore le ski de fond, mais le moment donné, c'est que tu reprends tes plans, tes peaux fines à chaque année, tu changes un petit peu des affaires, mais d'avoir un nouveau sport totalement. Tu sais, récemment, j'ai commencé à travailler avec une skieuse alpin en slalom, puis pour moi, le ski alpin, c'est un autre monde. Là. Même si je fais beaucoup de ski, je suis deux petites planches très minces. Puis je suis pas sur des grosses planches, je descends pas. Là. Fait que c'est pas la même game. Fait que là, faut que tu te rassoies, que tu refasses ton analyse. Tu joues avec l'athlète, tu joues avec des coachs, voir c'est quoi les besoins, etc. Puis ça, c'est le fun. C'est un autre processus que sinon, pas que tu t'endors quand tu fais tout le temps le même sport, mais que c'est ça, tu t'apprends un peu moins parce que c'est les mêmes gestes. Puis la technique en ski de fond, elle évolue, mais elle évolue pas. Quand même pas. Hein. C'est ça. C'est comme en course à pied, la technique évolue un petit peu, puis la philosophie évolue, mais ça c'est du fine-tuning, j'ai l'impression. Ça reste de la course à pied. Là, tu vas pas réinventer la course à pied. Ah ouais. C'est quoi le sport qui t'a donné le plus de fil à retordre d'un nouvel athlète dans un nouveau sport? Ça t'a un challenge de t'adapter pour ce sport-là? Récemment, j'ai fait un petit peu de saut en hauteur. OK. Ouais, saut en hauteur, j'ai bien aimé ça. C'est justement de retrouver l'analyse. Puis, tu sais, c'est des sports beaucoup de puissance, mais en même temps, il y a tellement d'aspects techniques dans le sport, la traverse de la barre, le take-off, qu'il faut qu'il soit dans telle angle, il y a telle angle dans le tronc, telle angle dans la jambe. Fait que ça, c'était vraiment le fun à travailler avec l'entraîneur. J'ai eu bien du fun avec ça. Sinon, je te dirais, c'est pas mal ça. Dans le passé, j'ai travaillé avec du taekwondo. Puis ça, moi, je suis pas un gars de combat, mais pas en tout. Fait que ça me sortait de ma zone de confort à chaque jour aussi. Juste, des fois, prendre le plastron puis recevoir les coups des gars. C'est des gars de 80 kilos, 87 et plus dans la catégorie, puis ils te décochent un bon coup de pied, là. Puis eux autres, ils me challenge un peu, ils voulaient le voir, tu sais, fait que il en mettait une petite coche de plus juste pour voir aussi. Fait que ça me sortait quand même de ma zone de confort, je te dirais. C'est clair. Tu disais que tu accompagnais des athlètes justement dans leur compétition aussi. C'est quoi ton meilleur souvenir de sport en tant que préparateur physique sur place avec un de tes athlètes? Je te dirais, un des beaux souvenirs que j'ai... en ski de fond, je te dirais qu'il y en a deux. J'étais en Italie, je crois que c'est en 2013, justement, ou 2013, je pense. Ouais, 2013, avec Alex. On travaillait depuis plusieurs années sur son sprint. Parce que c'est un gars plus de distance normalement. Il n'y avait pas beaucoup de puissance. On a travaillé énormément là-dessus. Pour mon projet de maîtrise aussi, je l'ai fait avec le ski de fond. Puis on avait développé des GPS un peu comme les montres qu'on a, mais beaucoup plus sophistiqués, qui nous donnaient beaucoup d'informations sur le parcours, sur comment l'athlète se comporte sur le parcours. Puis on avait essayé beaucoup les GPS sur le parcours du sprint à Val d'Isfième. C'était les championnats du monde de ski de fond. Puis on avait trouvé des bonnes informations. Puis Alex, étant pas nécessairement un sprinteur hors pair, il starte la course, puis il a fait la médaille d'argent au championnat du monde à ce moment-là. C'était extraordinaire. Puis j'étais là, puis c'était comme la première fois que je le voyais comme gagner de mes yeux un gros événement comme ça. Ça, c'était extraordinaire, je te dirais. Puis la deuxième fois avec Alex, c'est sûr que j'étais pas là en présence parce que j'étais avec le groupe de développement à ce moment-là. On était en Autriche, puis lui il était en Suède, je crois. Puis c'est quand il a gagné le 50 km, il est champion du monde au 50 km en skate. Je pense que c'est si je me trompe pas, je veux pas dire de niaiserie, mais je pense que c'était le 50 km le plus rapide de l'histoire aussi. Ah ouais. Mais tu sais, en ski de fond, ça veut pas dire grand-chose parce que tu sais, les conditions changent beaucoup, la glisse, c'est pas la même s'il fait chaud. C'est dur de comparer deux événements, un peu comme en course en sentier. Là, ouais, c'est dur, exactement, c'est la même chose. C'est dur de comparer, mais quand même, tu sais, puis il avait tellement bien joué ses cartes, là, il avait sorti son sprint à la fin, ils avaient explosé, c'était extraordinaire. Puis moi, je regardais ça sur la TV avec tous mes athlètes. Puis on avait bien fêté ça le soir aussi, pour être honnête. Là, c'est très rare que je fête avec mes athlètes parce qu'il faut une petite séparation quand même. Là. Mais tu sais, quand t'es champion du monde, un moment donné... Il venait de se passer quelque chose. Ouais, c'est ça. C'était un événement historique pour le Canada. Fait que c'était un beau moment. C'était vraiment cool. Là. 50 km de ski de fond, skate comme ça se gagne en combien de temps? Il avait fait moins de 2 heures. Là. Il avait fait 1h50, je pense. C'est fou, hein? Ouais, c'était rapide. Puis c'était une belle victoire en plus. Là. Il était 5 ou 6
à 400 mètres de l'arrivée, puis il avait juste hors du sprinté tout le monde. Ah ouais. Il avait attendu, il avait été patient, puis ouais, c'était vraiment... Tu sais, on le sentait que c'est lui qui allait gagner. Toute la course, c'était... Tu voyais qu'il chillait pas parce que ça reste un événement de championnat du monde, là, mais tu sais, il était en arrière puis il faisait sa petite affaire. Il prenait le lead des fois. Il était... C'est ça, c'était une belle course. Il faisait du Xavier Thévenard, là, tu sais. Ouais, exact. Pour la course, il est patient. Exact. Puis quand tout le monde casse, boum, on ouvre la machine puis c'est fini. Exact. Un peu comme Ludovic Pomeray que j'ai reçu, genre de gars qui était 50e à l'UTMB en 2016 puis qui a gagné, tu sais. Il était 50e après 60 kilos puis... Quand tout le monde a explosé, puis quand Zach Miller a fait un Zach Miller de lui-même, Ludo était là, avec sa grande casquette, avec l'espèce de protège-cou. Ouais. Petit monsieur avec ses bâtons. Salut Zach. Puis il est comme dépassé. Mais ça, c'est extraordinaire entre elles. Là. Il n'y a jamais rien qui est gagné jusqu'au dernier mètre. Là. Ah non, c'est ça. Puis c'est un peu la même chose en ski de fond, je te dirais, mais c'est plus entre elles quand même. Là. Mais ouais, c'est la beauté du sport. Là. Ah non. T'as un gros line-up, puis on l'a vu cette année à Arikana, t'as un méga line-up, puis c'est pas les gens qui tu penses qu'ils vont gagner qui ont gagné. Tout se passe dans le sentier. C'est ça, exact. Je me rappelle, on faisait l'analyse avec l'UTHC TV, puis tu te prétends un wannabe analyste parce que t'es avec Nicolas Fréret, puis on jasait, puis tu sais, je connais bien le sport, je connais bien les athlètes, puis on a vu des athlètes internationaux se casser un peu les dents à Arikana parce que c'est un parcours extrêmement challengeant si tu compares à des trails américaines, puis l'Américain qui arrive, tu sais, on se dit c'est clairement des favoris si tu regardes Kotitra, background, le gars, c'est un solide coureur, c'est un jeune espoir dans cette nouvelle tradition-là du jeune coureur américain qui arrive, qui vont être dangereux dans les prochaines années. Puis on se disait, ouais, mais tu sais, il est habitué de courir à Flagstaff dans de la poussière de pierre. Là, à 4 pattes dans la boîte dans les Montréal, ce serait pas la même game. Puis pourtant, il a fait une course exemplaire. Puis il a pas gagné parce que nos gros élites québécois ont des NF. Le gars, il a fait un solide chrono, il a fait sa course. Puis il a fait combien? Il a fait... C'était un petit peu plus. C'était 14... C'était pas un temps qui pourrait se comparer avec Guillaume ou avec Jeff sur ce parcours-là, mais c'était pas loin non plus. Ouais, là, c'est ça, c'était quand même rapide. Là. Peut-être 30 minutes de plus. Mais en même temps, tu sais, en partant à une heure différente, je sais pas si on peut comparer encore. Oh, là, c'est sûr, mais c'est quand même une autre course, là, parce que tu fais la majorité dans la nuit quand même. Ben ouais, revenons à ton parcours de course, parce rapidement, on est reparti dans la préparation physique, mais j'aimerais ça qu'on y revienne parce que c'est une discussion que j'ai avec plein de monde, tu sais. J'en ai parlé avec Joanne Desroches, puis c'est une discussion que j'ai eue, puis Marlene m'avait écrit suite à ma discussion avec Joanne Desroches, qu'on se questionnait, puis elle, avec les données qu'elle a, est-ce que la nouvelle heure de départ rend la course plus tough ou moins tough? Puis toi, tu as fait Arikana plusieurs fois. Ouais. Tu l'as vécu le départ tard en 2021, mais tu l'as connu le départ, en fait, tard. Tu as connu le départ après-midi en 2021, tu as connu les départs de nuit. On pourrait y revenir, je pense que ça va être intéressant d'avoir ton avis, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont fait cette année et qui l'avait fait plusieurs fois avant. Puis pour bien du monde, en amont, je pense que ça va être plus facile de partir l'après-midi plutôt que de partir en plein milieu de la nuit qui est un peu fucké. C'est ce que je croyais aussi. C'est exact. C'est ce que tu croyais. Mais regarde, parlons-en, puis on reviendra en reculons. C'est ça la magie du podcast, on peut se promener. Toi, à ton avis? Ben, je pense que... Ben, moi, mon opinion est un peu biaisée parce que j'avais quand même été malade là, beaucoup avant la course. Puis, tu sais, j'ai pris le départ, puis je m'attendais pas à grand-chose. Je me dis, si je cours 60 km, ça va être ça, puis tant mieux. Là. Mais je pense que, tu sais, au niveau organisation, j'ai beaucoup aimé mieux partir à 1h. Ouais. Pas me lever à 11h le soir, tu sais, si tu dors pas. Finalement. Déjeuner à minuit, c'est weird. C'est un peu bizarre. Mais côté performance, je pense que la nuit est mieux. Je pense. Ouais. J'ai l'impression que c'est moins dur moralement. Quand tu arrives au Haut-de-Gorge, il fait jour, c'est le matin, ça va bien, tu continues. Quand tu as fait 60 quelques kilos, il commence à faire fret. Il fait noir, repartir, c'est tough. J'ai l'impression que les Hauts-de-Gorge, je sais pas comment toi tu l'as vécu, moi en 2020, les Hauts-de-Gorge, moi je suis peut-être passé, il était midi, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je sais que c'était en plein jour, gros soleil, il faisait chaud, tu sais, la portion avant les Hauts-de-Gorge, j'étais un peu dans les lignes d'hydro, tu sais, j'étais en long parce qu'on est l'automne à Arikana, puis j'étais comme, OK, c'est chaud pas mal mon affaire parce que t'arrives à ce point milieu-là qui est pas si pire. Quand tu es en plein soleil, puis ça joue, je pense, sur l'humeur quand tu arrives à cet endroit-là. Quand il fait soleil, c'est positif. Là, cette année, je le répète, excusez ceux qui écoutent régulièrement, je l'ai dit 150 fois, mais c'était une boucherie au Haut-de-Gorge. Tout le monde a arrêté là. Mais tu sais, quand tu es un peu dans le pain cave, ou tu sais, ton point milieu de course, tu es comme, yes, j'ai 65 de fait, j'ai les jambes pétées un peu normalement. C'est rare, tu arrives après 65 bien fresh. T'en restes autant de nuit.
fait fret. Puis quand tu connais le parcours, tu sais que la portion qui s'en vient est tough. Là. Ah ouais. Moralement, là, ça roule pas. Sur papier, c'est pas tough. Non, mais... Moi, je me rappelle avoir fait le 65 Americana, puis cette portion-là dont on parle, c'est tes premiers 20 kilos. Ouais. Ça se passe super bien, tu roules là-dedans. Hey man, c'est 125. C'est interminable, cette portion-là. T'essaies de courir, puis t'es comme, je vais marcher encore un peu. On s'entend, c'est une portion qui, tu regardes ta course sur papier, tu regardes le profil, c'est clairement la portion la plus, je mets des gigantesques guillemets, ceux qui ne l'écoutent pas en vidéo, facile. Ouais. Pas beaucoup de D+. Tu sais, ton gros D+, sur la deuxième moitié, il est plus rendu montagne nord et tout ça. Mais t'as jamais les pieds droits. Tu peux jamais courir ton vrai pace plus que 3 pas. T'enjambes des roches, des patentes. Puis là, t'as 70, 75, 80 km dans les jambes. C'est interminable. C'est ça. Elle est à pas négliger, honnêtement. Puis même quand je l'ai faite, tu l'as faite aussi, là. Ouais. De jour, cette portion-là, c'est elle qui m'avait le plus. C'est pas plus le fun. Puis tu sais, je l'avais beaucoup marché, puis j'ai essayé de courir, puis je cours, tu cours, puis à un moment donné, tu marches un peu plus. Ouais. On dirait qu'elle est décourageante un peu, puis je veux vraiment pas décourager les gens de faire le 125 American. C'est un challenge c'est un événement extraordinaire. Là. La preuve, c'est que tu l'as fait plusieurs fois. Là, on parle de toi, mais je vais quand même te gêner un peu en nommant ton palmarès, parce que, je le disais, 5e à l'UTHC 28 en 2013. Mais tu as une belle relation avec l'UTHC. 5e sur le 65 en 2017. Après ça, 3e sur le 80 en 2018. 3e. Après ça, tu as enchaîné 4 fois le 125. Donc, 3 fois. Donc, 2019, 13e en 17h16. Solide performance. Tu as remis ça l'année d'après, 14e en 17h59. Cette année, ça va être un peu plus difficile. On en a parlé, on y reviendra. Mais juste pour compléter le palmarès puis le moment de gêne pour toi, parce que on the spot de même, c'est le fun. Hein? Mais moi, ce que j'ai bien aimé en faisant mes petites recherches, 4 fois 4e au demi-marathon de l'île aux Coudes. 4 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Jamais sur le podium. Parce que tu as commencé ta relation avec cette course-là, 2016, 3e en 1h28, solide demi-marathon. Mais après ça, 2017, 2018, 2019, 2021... 4 fois 4e. Ça dépend juste du monde qui sont là. C'est ça le problème, tu sais. Moi, je pense que j'ai un certain talent sur route, mais je suis pas extraordinaire. Les gens des David Savard-Gagnon, il y a beaucoup plus de speed que moi. Puis ça dépendait juste si David était là ou pas, finalement. S'il était pas là, j'aurais pu finir. Puis quand il était pas là, il y en avait un autre qui s'ajoutait, qui était aussi bon que lui. Fait que finalement, j'arrivais tout le temps 4e. Parce que t'es régulier sur tes chronos, tu sais, une 28, une 30, une 28, une 25... Il est tough, le parcours. Cette année, une 32. Ouais. Le vent, il doit jouer solide là-dessus. Cette année, c'était 2 semaines... ou même... Ouais, c'était 2 semaines? 2 semaines après le Big Wolf. Fait que j'y allais tempo. Puis j'ai bien fait parce que j'étais explosé à la fin, même si j'ai fait à 80%. Quand t'es allé rechercher ta place de 4e. C'est un parcours tough, là. C'est 23.4. C'est le grand demi pour ça, là. C'est 23.4. Ça rallonge les temps. Puis c'est côteux, là, la partie nord de l'île. Il y a des bonnes côtes. Là. Ceux qui l'ont déjà fait, ce tour de l'île. 200 mètres de dénivelé peut-être en tout, ce qui paraît rien dans la trail, mais pour une course sur route, un demi-marathon, 200 mètres, c'est quand même des bons montées. C'est montées, j'ai appelé le vent aussi. Là. Puis si t'es pas chanceux puis qu'ils vendent du sud-ouest, du nord-est, ce qui est quand même rare l'été à l'île, mais tu l'as d'en face, tout le côté sud en plus. T'as le vent dans les dents pendant 13 kilos, puis après ça, tu tapes les côtes, ce qui est arrivé une fois dans une de ces courses-là, justement. Là, mais c'est ça, c'est un beau parcours, c'est extraordinaire. Moi, je le fais à chaque fois que je vais à Lille, puis je ne vais pas aussi vite que ça tout le temps, mais je vous le recommande, là, c'est un bel événement, c'est extraordinaire. Mais mis à part le fait que les autres sont meilleurs que moi, je pourrais pas expliquer les 4e places. Là. C'est juste ça. T'es un gars qui est très connu dans la communauté de l'île aux Coudes. C'est une petite communauté très, très tissée serrée. J'ai-tu vu qu'il y avait un gymnase, quelque chose à ton nom là-bas? Non, c'est pas un gymnase. Non. Je sais pas, j'ai vu ça quelque part quand je faisais mes recherches. Il n'y a pas quelque chose à ton nom à Lille? C'est dans le fond, c'est le musée du canot à glace qui ils rouvrent un centre d'entraînement, puis ils veulent l'appeler le centre Charles Castonguay. Puis ça me gênait un peu au début, honnêtement, parce que je suis quelqu'un d'assez humble, puis je fais pas ça pour avoir mon nom, mais
c'est une belle remarque. Puis, tu sais, justement, la personne qui fait ça, ben, elle m'a dit, on veut quelqu'un qui est encore jeune, qui fait des beaux exploits comme ça, qui va inspirer la jeunesse, puis qui va pouvoir, que les gens vont pouvoir voir dans leurs yeux, tu sais. Ouais. De pas quelqu'un, mettons, qui est décédé ou peu importe. Mais souvent, je trouve que dans la vie en général au Québec, en tout cas, je pense que c'est peut-être de même partout dans le monde, mais je le constate au Québec, on rend souvent trop tard hommage à nos piliers, nos pionniers. Tu sais, un autre niveau, on parlait de comédie musicale. Tantôt, récemment, Stephen Sondheim, qui est le plus grand, tu sais, c'est le Shakespeare de la comédie musicale, c'est le plus grand auteur-compositeur qu'il y a jamais eu. Il a été le premier à avoir son nom pour un théâtre de Broadway, le Stephen Sondheim Theatre, de son vivant. Il est décédé aujourd'hui, tout récemment, il y a quelques semaines. Mais j'étais comme, fuck, pourquoi on attend que le monde soit mort pour leur rendre hommage, tu sais? Puis, je suis d'accord avec toi. Puis c'est le fun, je veux dire, que la personne de qui tu nommes ton endroit, ton lieu, ton événement, peu importe, soit là pour couper la banderole puis qu'il soit pas dans une marchette. Tu sais, rendons hommage à notre monde quand c'est le temps de le faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une belle façon de le voir. Mais comme t'es une légende de l'île aux coudes, t'es une personnalité de l'île aux coudes, moi, si j'étais les organisateurs du demi-marathon de l'île aux coudes, je rajouterais comme une 4e marche à ce podium-là. Juste pour te... Parce que c'est sûr que ça va tout être moi, le premier perdant, on va dire. Non, écoute, c'est le 4e. Mais je pense que c'est dans le sport en général. En trail, on dirait que on s'en fout. Je pense que tout le monde est là pour avoir du fun. Mais je pense que dans le sport en général, dans le sport olympique, la 4e marche, ça fait mal. Tu sais, 3e... Ben, je te dirais que la médaille d'argent, puis la 4e place. 2e, 4e, c'est les pires parce que t'es juste à... 3e, t'es comme tu sais, je suis content d'être sur le podium. T'étais pas assez fort pour être dans le top 2, mais t'es assez là pour avoir une médaille de bronze. C'est une crotte sur le cœur. Ben, surtout dans les sports olympiques où ce qui sépare le premier du 2e ou le 3e du 4e, c'est des dizaines de secondes. Oui, c'est sûr. Même sur des événements comme le 50 de kilomètres de ski, là, c'est des dixièmes de seconde. Ben non, c'est même pas une seconde. C'est complètement fou. On est loin de notre sport où ça se gagne. Il y a 3 heures d'avance entre le 2e et le 3e parfois. Là. Fait que là, on parle de ta saison 2021. En fait, on a teasé ça en commençant à parler l'île aux coudes et tout. Tu as commencé ça fort avec un tour de Nil, mais pas l'île aux coudes. Tu as commencé ça avec le tour de l'île d'Orléans avec M. Guillaume Barry. Ça avait eu le FKT pendant... à peine un mois. Le FKT qui appartenait à Jasmin Gill-Fortin qui l'avait fait en 2020 dans un événement de on-running. 5h45, je pense. Quelque chose comme ça. Jasmin qui est un coureur, moi je me rappelle, il est passé au podcast de Tout Trail avec Marc-André et Marie-Ève, puis il disait, moi je suis un diesel. C'est un gars qui est extrêmement performant sur du très long. Il a fini toutes les courses qu'il a faites, puis c'est tout qu'un coureur, Jasmin, mais c'est pas un gars de vitesse. Puis son 5h45 autour de l'île, c'est quoi? Il était une petite affaire au-dessus de 5 minutes du kilo. Ouais, je pense que oui. Pendant 67 km, Jasmin est un, entre guillemets, mid-packer, mais y a-tu beaucoup de mid-packers qui peuvent toffer 67 km de flat face au vent pendant 35 kilos? Ouais, puis à 5 flats du kilo, c'est très impressionnant. Guillaume et toi, vous êtes attaqués à ça le 17 avril, 5h01 et 30 secondes. Le 1 et 30 secondes, je veux pas dire des gros mots, mais il fait chier un peu. Là. Ouais, t'as le droit de le dire, c'est un podcast. Le 4,59, 59, ça aurait été le fun. Mais tu sais, les deux, on a ri un petit peu. Après, comment c'est venu cette idée-là de se lancer là-dessus? Honnêtement, j'avais fait une grosse hiver de volume en course, en ski de fond aussi. Je me cherchais quelque chose à faire un peu. Même chose pour Guillaume, je pense. Puis on avait fait... moi, j'avais fait un marathon à l'automne. Je l'avais pacé sur son marathon à lui. Il a fait son PB d'ailleurs. C'est un parcours quand même assez difficile. C'était bon de faire ça pour lui. Puis, on a continué à se parler. On se connaît pas depuis très longtemps, mais on s'écrit de temps en temps. On va courir ensemble de temps en temps. Puis là, juste un soir, après 2-3 bières, justement, j'ai écrit « Hey, fais-tu le tour de l'île d'Orléans en fait semaine prochaine? » Puis il me dit « Ah ouais. » Juste comme ça. Juste on the fly. Avec un petit bonhomme qui rit et qui pleure en riant. Puis c'est juste venu comme ça. Puis on organisait ça dans la semaine. Puis, Marjorie qui a été votre crew exact. Elle a fait un très bon crew d'ailleurs. C'était pas une très bonne journée côté météo. Je te dirais, il ventait, là, mais c'était infernal. Il fallait se relayer du côté sud, il fallait se relayer parce que les bourrasques de vent, ça n'avait pas de bon sens. C'était infernal, c'était dégueulasse. Je me rappelle que sur le site FKT, c'est Samuel Père, que j'ai reçu aussi au podcast, parler d'FKT, qui l'avait ajouté. Il l'avait pas tenté, mais il l'avait mis sur le site. C'est lui qui est le soumissionnaire de la track. Puis dans sa description, il avait dit, en anglais, je pense, mais many have tried. Il y en a beaucoup qui l'ont essayé, le tour de l'île. Il y en a beaucoup qui l'ont failé parce que...
les vents sont non négligeables. Tu sais, ceux qui connaissent un peu l'Orléans, c'est une île très longue. Tu sais, je veux dire, ça a quoi, 2 km peut-être de large, 3, 4 par section, mais c'est très, très long comme île. Donc, t'as le vent, si le vent de face est dans la direction est-ouest ou ouest-est, dans tous les cas, il va rentrer, puis il va rentrer longtemps de face. Tu vas l'avoir de dos aussi, ça, l'autre moitié pendant 30 kilos, mais tu vas l'avoir de face pendant 30 kilos. C'est ça. Puis, tu sais, nous, comment qu'il venait, il suivait le fleuve, fait qu'il était un peu... il venait de l'Est, je dirais, un bon vent de l'Est. Puis comment que l'île est orientée, c'est qu'on l'a eu un bon 25-30 km d'un dent du côté sud. Puis du côté nord, t'es caché, fait que tu l'as pas dans le dos pendant un bon bout. Dans l'axe que l'île est. Là. Fait que là, tu sais, t'as un 15-20 kilos que tu l'as pas pantoute, tu le sens pas, il t'aide pas, il te pousse pas. Puis là, sur le dernier 15, là, tu le sens qu'il embarque puis qu'il va te pousser un peu. Fait que c'est un peu le côté négatif de l'île. Ben, c'est pas un côté négatif, c'est comme ça que c'est, puis c'est la beauté de la chose, là, mais tu l'as dans les dents, après ça, tu le sens plus, fait que ça te frustre un peu. Ouais, moi, je pensais, en tournant le coin, j'étais comme, on va l'avoir dans le dos, ça va être extraordinaire, puis non, il n'y avait aucun air de vent qui nous propulsait. Puis finalement, on le sent à la fin un peu quand ça pick up un peu, quand tu remontes. Là, puis, ouais, puis c'est un solide chrono que vous avez fait. Ouais, puis on a pris des pauses parce qu'on voulait battre le FKT, puis on voulait le faire vite, mais on voulait pas se blesser non plus. Fait qu'on a arrêté avec Marjorie. Une première fois, peut-être 5 minutes. La deuxième fois, 2 minutes, juste pour se mettre en petit bonhomme, puis laisser un break aux genoux puis aux jambes. Puis je pense que après ça, le dernier 8 kilos, on l'a rentré à 3,55, je pense, vraiment rapidement. Fait qu'on en avait encore pas mal dedans. C'est ça qui est le fun. J'aimerais ça le retenter, peut-être avec Guillaume ou avec n'importe qui, dans le fond. Puis j'aimerais ça peut-être essayer de descendre ça encore. Là. Parce que Jeff l'a fait après. Jeff Cochon, moins d'un mois plus tard, le 16 mai, il a fait ça en 4,41. Ouais, c'est donc, il a retranché 20 minutes à votre record. Je pense que, tu sais, avec une bonne shape d'intervalle, vu que je suis quand même bon sur marathon, entre guillemets, là, je suis pas, comparé à mes athlètes, je suis pas très bon, mais tu sais, je suis capable de... Mettons, je le ferai avec Jeff, peut-être, justement, tu sais, avec lui, puis essayer de descendre ça à 4,30 ou ben non, à 4,20, là, peut-être, là, ça serait... Parce qu'à 4,41 pour 67 km, il était à combien son pace? Je pense qu'il était à 4,15. 4,15 pendant 67 km. Ça se rappelle, Jeff Cochon, c'est un athlète exceptionnel. Puis en fait... Quand j'ai vu ça, quand il l'a battu, ça n'a pas fait tant de vagues, j'ai l'impression. Il n'y a pas le monde qui en a beaucoup parlé. Ah, c'est vite. Mais ça te montre à quel point c'est un athlète complet parce que Jeff Cochon, entre elles, il n'y a rien à prouver à personne. C'est un de nos meilleurs athlètes au Québec. C'est pas le plus grand. Qu'il a fait en Afrique du Sud. Il est exceptionnel. Puis il est très fort sur de la trail montagneuse, technique. Il n'y a personne qui peut aller à sa vitesse en descente technique. En tout cas, moi, j'en connais pas. Puis là, d'arriver sur de quoi de flat, d'asphalte, de faire un FKT fucking rapide, on s'entend. Ça l'a juste montré, OK, Jeff Cochon, il est bon partout. Il est versatile, puis c'est un athlète, ça paraît. Là. Puis là, je veux pas name dropper de monde parce que ça a été dit sous le couvert de l'anonymat ou off-record. Ça, c'est drôle, hein, parce que là, depuis que j'ai un podcast, j'ai des amis ou des gens qui jasent, parce que là, je suis comme des fois traité un peu comme un journaliste. Comme, là, je te le dis, mais tu dis pas ça au podcast. Là. J'ai vendu Sarah l'autre fois sur son Black Canyon, mais elle m'a dit que c'était correct, elle y va, puis elle acceptait que je le dise, mais je niaise. Mais il y a des gens très rapides qui m'ont dit que 2022, il allait tenter d'aller rechercher ça. OK. Des gens... Je dis des gens. Des gens que tu as rencontrés au podcast, ça veut dire. En fait... Non, okay, pas tout à fait. Bref, quand vous verrez la personne qui le fera, vous comprendrez le pas tout à fait. Mais en tout cas. Ouais, OK. Intéressant. En fait, c'est vraiment cool. Je trouve que, tu sais, le FKT, la nature du FKT, c'est d'avoir des sentiers, des tracés qui sont mythiques. Puis j'en parlais avec Samuel, puis c'est ça qui est important. Tu sais, je voyais un gars, il y a un gars, un Américain, Jason Adrat, qui s'est tapé, il était le premier à atteindre 100 FKT. Okay. Il a fait que ou à peu près des FKT existants, donc des sentiers qui étaient déjà choisis. Puis il y a un gars qui va le rattraper, il en fait 3 par semaine, puis il ne fait que créer des mini-segments comme puis moi on s'en va là, puis on va aller la montagne en l'air de chez nous, on part du point A, puis il y a une montée, puis elle dure 2,4 km. Il fait un temps rapide, puis il le met sur le site. Bon, je suis pas là pour juger, mais... Je comprends ton point. Dans la nature du FKT, c'est un sentier mythique. Le Tour de l'île, Félix Leclerc en parlait. Tu sais, je veux dire... Je pense que c'est comme les low-cuts, c'est des trucs qui sont mythiques pour le Québec, c'est dans l'histoire du Québec. Moi, je me rappelle de mes grands-parents, mes grandes-tantes, des grands-oncles, aller faire le tour de l'île en voiture un été, c'était comme un happening. On est allé faire le tour de l'île en fin de semaine. Puis
Un peu pour la même raison que quand j'ai ajouté le FKT du sentier linéaire de la rivière Saint-Charles. Ce qui est un beau sentier aussi. Tu sais, c'est quoi qui est mythique à Québec. C'est gros, c'est un miracle d'urbanisme d'avoir pris cette espèce de vieille rivière dégueulasse-là, puis de le transformer en quelque chose qui est beau du début à la fin. Mais c'est ça, les FKT, c'est pas de prendre le sentier que personne n'emprunte puis de dire, ça, il y a des couronnes Strava pour ça, qui créent des niaiseries, genre de l'arbre penché jusqu'à l'arbre bleu. Puis là, tu pars, puis tu 400 mètres, là. Ouais, c'est ça. Ça, vas-y sur Strava, c'est drôle. Mais FKT, il y a une notion de mythique là-dedans. Puis le Tour de l'île, c'est exactement ça. Exact, je suis d'accord avec toi. Puis j'ai l'impression que cette année, il y a des gens qui l'ont essayé. Il y a Laurie Girard aussi qui a établi la marque la plus rapide chez les femmes. Okay. Puis elle l'a fait en plus en self-supported. Je pense que ça appartenait à Amélie Lachance. Kudos à Amélie Lachance qui a gagné la photo de l'année à la Racine d'Or. Amélie l'avait faite, je me rappelle pas dans quel contexte, 2019 peut-être. Laurie a abaissé la marque, mais en plus, elle le faisait self-supported, fait qu'elle s'était cachée une bouteille d'eau dans un buisson quelque part. Mais tu sais, self-supported, c'est qu'il y a personne qui t'accompagne. Puis le temps est quand même très rapide. Là, il y a vous autres qui l'avez fait. Il y a Jeff. J'ai l'impression que le Tour de l'île, pour les bons coureurs de route... Ouais, ça va venir. Peut-être encore. Peut-être l'année prochaine. Peut-être au printemps, hein, si j'ai rien à faire une fin de semaine. Ah, voilà. Moi, j'ai un marathon, on va peut-être en parler, là, mais j'ai un marathon qui s'en vient en avril. Je vais être préparé. Tu vas avoir le fitness. Peut-être. On y reviendra. On y reviendra quand on dira saison 22, qu'est-ce qui se passe. Fait que tu as commencé fort saison 2021 avec ton FKT de l'île d'Orléans. Après ça, tu es resté dans la thématique île. Tu as fait de quoi d'assez fou sur l'île aux coudes. Ouais, je suis bien content de ce projet. Parle-moi de ce projet-là. Vas-y. Dans le fond, c'est le 100 km route. Ça a commencé à mijoter dans ma tête quand j'étais à l'université. C'est un de mes professeurs qui m'enseignait à ce moment-là, Richard Chouinard, que je trouve qu'il n'est pas assez connu dans le monde de la course à pied. Puis c'est un être légendaire, extraordinaire, que tous les gens devraient connaître. Lui, il faisait du 100 km. Puis je pense que c'est dans les années 70, il avait établi le meilleur temps au Canada, qui était 6h58. À l'époque, c'était le record nord-américain. Nord-américain, exact. Puis là, il est encore dans le top 10 nord-américain, d'ailleurs. Oui, puis il y a encore le record canadien ou québécois. Oui, absolument. Québécois. Ouais. Son record a jamais été battu au Québec, mais son record nord-américain, je pense qu'il y a d'autres mondes. Mais comme tu dis, il est encore dans le top 10. C'est en 79. Ouais. Exact. 100 km route. Ouais. En Italie, je pense. 6h36. Ah non, c'était à Montmagny, ça se peut dire. Ouais, c'est un événement à Montmagny. Oui, Montmagny, exactement. 6h36 pour 100 kilos. Ouais, je pense que ça donnait 3,58 du kilo. Exactement ça. Puis, tu sais, quand j'étais à l'université, 3,58 du kilo, tu sais, j'ai juste accroché sur le 100 km route, puis j'ai fait comme « Wow, c'est un malade », tu sais. Puis à ce moment-là, ça m'intéressait pas en tout, ce genre de choses. On s'entend qu'en 79, il n'y avait pas un beau OK avec une plaque de carbone, puis une espèce de rebond naturel. Fait que tu sais, peut-être que son 6,36, aujourd'hui, c'est plus un 6,15, 6,10. Parce qu'est-ce qu'il y avait dans les pieds en 79? Ah, c'est des semelles. Un Converse? Ouais, c'est ça, des godasses, là, tu sais. En tout cas. Puis, mais tu sais, ça m'avait impressionné, juste je comprenais juste pas pourquoi il avait fait ça. Dans ma tête, le raisonnement était pas poussé, mais j'étais comme, wow, c'est impressionnant. Ce gars-là, puis il a fait des marathons beaucoup. Il y a des très bons temps sur marathon aussi. Là. Je me rappelle pas exactement, mais il est sous les 2h20, là, je pense, Richard. Ah non, peut-être pas. En tout cas, dans les 2h20, c'est sûr. C'est très, très rapide. Ouais. Puis c'est ça. Puis tu sais, en y parlant beaucoup, bon, il a fait croître un peu la passion de la route un peu en moi, sans le savoir. On en parlait de temps en temps. Je faisais encore du canot à glace à ce moment-là et tout. Mais j'ai commencé à courir pas mal après. Puis, c'est ça. Je vois, l'année passée, je fais un gros entraînement. Je me suis dit, bon, moi et ma blonde, on va faire le plus de tours de l'île possible. On va faire le maximum de kilomètres sur route. Puis moi, j'encaisse bien la route. Ça me taxe pas. Mon corps est bien fait pour ça, ça me blesse pas. Fait que l'année passée, j'ai fait 80 kilos, j'ai fait 3 tours et quelques. Puis, tu sais, je l'avais pas nécessairement répandu. J'avais juste fait, wow, c'est une belle sortie de 80 kilos. Ma blonde avait fait 70, je pense. Vraiment une belle sortie aussi. Puis, c'est ça le secret de sa victoire à Ricana. Ouais, c'est ça, exact. Ça, les fromages en crotte. Ouais, les fromages en crotte, exact. Puis, c'est juste venu comme ça, naturellement. Je me suis dit, je veux faire un 100 kilos route. Je veux le faire un jour aussi vite que Richard, dans ma tête, peut-être. Je pense pas que j'ai ce talent-là, mais je vais essayer de le faire. Je vais essayer d'abaisser mon temps sur 5 km. Je trouve que c'est un beau mélange de trail puis de route. On va chercher l'ultra-endurance. Dans l'effort entre 6 et 10 heures, moi, je pense que je suis quand même bon dans ce range-là. Plus que dans les 160.
Même si je fais plus de 160 maintenant, puis de 125 puis tout. Mais puis, tu sais, la route, je l'encaisse bien. Fait que je veux l'essayer, c'est sûr. Puis je m'étais donné un objectif de 8h30. Je dis, let's go, je le fais. Puis la veille, je l'ai pas dit à personne, je l'ai dit à mes parents la veille. Je dis, demain, je vais faire 4 tours de l'île. Parce que je le dis pas à outrance nécessairement mes projets. Puis je le marque sur le groupe Facebook de l'île aux Coudes, que les gens sont abonnés pour tu peux-tu me faire un lift là, puis tu peux-tu m'amener ma commission. Puis là, les gens commencent à. Tu sais, j'ai des dizaines et des dizaines de réponses. Let's go, on va t'encourager, on va sortir des pancartes, puis t'aurais dû nous le dire avant, puis wow, extraordinaire. Fait que là, tu sais, je regarde ça le soir, je suis comme wow, tu sais, les gens vont m'encourager, c'est le fun. Puis là, je pars, puis c'est ça, je voulais essayer de faire pas le temps à Richard, mais tu sais, je vais le faire vite quand même. Tu sais, j'ai dit même pace que l'île d'Orléans au moins. Puis je suis parti sur ce pace-là. Puis le premier tour, il y avait des gens qui sortaient, puis m'applaudissaient, puis m'encourageaient. C'était tout du monde que je connaissais. J'en parle, j'ai quasiment les larmes qui me viennent aux yeux. Là. C'était émouvant. Puis les gens, il y en avait qui savaient pas, mais tu sais, quand tu cours pendant 8-9 heures, à un moment donné, ça se parle, puis le monde le sait, fait qu'ils sortent, puis là, ils t'encouragent plus, puis là, ils font des pancartes, puis là, ils mettent ça, puis ils viennent t'encourager dehors, puis à un moment donné, je pense que c'est dans le 2e, 3e tour, toute l'école primaire est sortie avec des pancartes, puis des clochettes, puis ils m'encouragent ça. J'ai pleuré, je pense, pendant 10 minutes. Ah là, ouais. J'en parle, j'ai encore les larmes aux yeux, c'était beau, puis je me suis dit à ce moment-là, wow, si je peux en inspirer un à courir, tu sais, même pas à courir, juste à faire du sport puis à essayer de se dépasser, c'est extraordinaire. Là, ça m'a vraiment touché ce moment-là. Puis merci encore à ceux qui ont organisé ça d'ailleurs, c'était beau. Là. Puis c'est ça, tu sais, ça allait quand même bien, j'allais vite. J'étais en self-supported aussi parce que c'était encore un peu COVID, là, fait que je voulais pas mêler mes parents à ça, je voulais pas mêler personne à ça. Fait que j'allais dans la fifth wheel de mes parents, derrière sur leur terrain, je me remplissais d'eau, fait que là je perdais du temps. Fait que c'est en route, on a un petit peu la mentalité du temps, malheureusement. Ben, c'est ça, ouais. On veut le faire vite. En trail, tu dirais pas ça, on a arrêté 2 minutes, mais là... Mais là, tu sais, ton 2 minutes, il fait descendre ton 4,30 à 4,35. Ouais, c'est ça. T'arrêtes un autre 2 minutes, tu descends à 4,45. Finalement, j'ai pogné des méga crampes à 75 km à la fin de mon 3e tour. J'ai dû m'arrêter 10 minutes, mais tu veux faire un FKT, fait tu laisses ta montre rouler. Puis finalement, je l'ai fait en 8h45. Mais je l'ai fini, j'étais super content. Ma blonde l'a fait le dernier tour avec moi pour m'encourager. À me chanter des tunes, puis à me dire des niaiseries pour me divertir. C'était extraordinaire. Puis finalement, je l'ai fait. Puis toute ma famille de l'île était venue sur le terrain pour m'encourager pour la fin. Puis c'est ça, c'était juste un super beau moment. Puis j'ai pas, tu sais, j'aimerais ça dire que j'avais une raison extraordinaire, intrinsèque de faire ça, spirituel ou peu importe, là, mais j'avais juste le goût, ça me tentait de faire ça. Puis j'aime ça me faire mal un peu puis réaliser des défis. Puis les gens, ils ont juste super bien embarqué, puis ça m'a fait du bien. C'était vraiment un bel événement. Puis c'est sûr que je vais le refaire. Mais comme on disait tantôt, l'île, c'est tough. Je pense que ça me donnait 650 mètres de dénivelé. Ben, c'est qu'il y avait à peu près un 200 par boucle sur le demi-marathon. C'est ça, exact. 800, ouais, c'est ça. C'était 700 ou 100, ouais, à peu près. Puis, ça paraît pas mal, c'est le Mont-Saint-Anne que tu fais sur une course de route. Fait que, à un moment donné, c'est tough, là. Fait que si je le refais, j'aimerais ça peut-être faire là, sur un parcours plus plat, standardisé, puis essayer de... Là, t'es un spécialiste des îles, fait qu'il faut que tu trouves une île où le tour est rapide. C'est complètement plat. L'île aux grues, ils vont faire 160 tours. C'est ça. mais j'aimerais ça, retenter le 5 km. S'il y en a qui sont intéressés, d'ailleurs, on peut se faire un événement. Puis je pense que la Fédération d'athlétisme du Québec veut essayer d'homologuer ce genre d'événement-là aussi, puis en organiser. Là, un peu comme Stéphanie Simpson l'été passé, qui avait tenté, je ne vais pas dire n'importe quoi, je pense le record féminin de 100 000 Canadiens. Ouais. Puis il faut que ça se fasse dans un événement officiel. C'est ça, il y a 3 participants. Tu peux pas partir, tu veux pas dire je vais faire le record du 100 000 Canadiens, je vais le faire entre chez nous puis une place dans 160 km. Il faut que ce soit dans le cadre d'un événement. Puis je pense qu'elle avait organisé quelque chose. Il y avait Isabelle Bernier qui était là, il y avait Mélodie Gilbert. En tout cas, il y avait Mélodie. Il y avait 6 ou 7 personnes d'inscrits. Mais au final, l'événement, le but était que Stéphanie tente ce record-là. Puis bon, c'était pas arrivé, ça avait été une course difficile pour elle, mais
Stéphanie va être à surveiller sur ce record-là. Ça l'a dans la tête. Là. C'est la bonne personne qui peut aller le chercher. Mais moi, je pense que dès que tu as comme 3-4 participants, tu peux un parcours homologué, ça se fait. Là. Ça se fait. J'aimerais ça. Serais-tu sur piste, mettons, un 400 mètres? Ah non, pas sur piste. Je pense que c'est trop... C'est des bonnes conditions gagnantes pour le faire, mais mentalement, ça doit être horrible. À moins que ce soit un gros événement organisé, peut-être. Tu sais, qu'il y ait du monde puis que ce soit le fun, tu sais. Mais mettons 2-3 sur une piste là, à tourner pendant 8 heures, 7 heures, je pense pas. Là. Je pense que j'aime trop l'aspect comme découverte de la course. Un peu, tu traverses, tu t'en vas d'un point A au point B. 4 fois le tour de l'île, c'est quand même des boucles de quasiment 25 kilos. Fait que tu sais, le temps passe vite. Tu passes juste 4 fois au même place. Tu disais que tu n'avais pas une grande raison intrinsèque. Ça reste que c'est ton île, c'est une route que tu as fait plein de fois. Fait exact. Il y a de quoi regarder, il y a de quoi de moi, significatif. C'était très précieux pour moi de le faire à Lille, étant donné mes origines là, puis tous les gens que je connaissais. Puis, c'est mon île, je l'adore. Là, quand je suis parti, j'avais 16-17 ans. J'y retourne le plus souvent possible. Puis à chaque fois que j'y retourne, tu regardes les montagnes autour, puis t'es comme moi, je voyais pas ça quand j'habitais à Lille, on dirait. C'est tellement magnifique, c'est tellement ressourçant, inspirant. C'est sûr que de le faire à Lille, pour moi, c'était précieux. Là, c'est sûr, je l'aurais pas fait ailleurs. C'est sûr que j'aurais pas fait ça ailleurs. Là. J'ai l'impression que c'est un peu un petit secret bien gardé. Oui, il y a du tourisme, oui, il y a des gens qui y vont, mais je pense pour les gens de la région de Québec, les locaux, c'est tout près. Fait qu'on est tous allés là une fois ou deux quand on était jeunes faire le tour en vélo. Moi, je sais que c'était un voyage familial qu'on a fait à un moment donné. Mais je pense qu'en dehors du Québec, en fait, en dehors de la région de Québec, en dehors de la région de Charlevoix, je pense pas que c'est si connu. Puis pour vrai, c'est exceptionnel. Moi, j'étais allé la semaine passée pour le travail dans un chalet aux Éboulements. Ouais. Mais tu sais, t'es aux Éboulements, donc la vue est hallucinante. La plus belle vue, tu l'as vue sur l'île. C'est hallucinant, pour vrai. Je veux dire, on se pinçait chaque matin. Moi, j'étais allé courir dans ce coin-là, puis j'étais allé faire le sentier Forêt Marine, qui c'est un sentier, je pense que c'est un 14 aller-retour. Sentier Forêt Marine? Oui, c'est un sentier... Aux Éboulements? Oui, en fait, tu pars des Éboulements, puis tu finis à Saint-Joseph-de-la-Rive, sur le bord de l'eau, puis tu remontes. OK, oui. Je l'ai jamais fait, celui-là, mais moi et ma copine, on veut le faire. Là, c'est des gens qui passent dans ce coin-là. Tu sais, c'est un peu style sentier linéaire de la rivière Saint-Charles, dans le sens que c'est peut-être la ville ou je sais pas qui gère ça, mais tu sais, c'est super bien. Là, c'était en hiver. Hiver-ish, un peu glacé, un peu de sentier, un peu de neige. C'était comme dans la transition. Mais c'est super beau, là, ce petit sentier-là. Puis justement, tout le long, tu as des points de vue sur l'île d'Orléans, sur l'eau. Puis c'est magnifique. Puis tu sais, quand tu es sur l'île aux Coudres, ben je veux dire, ce que tu as dans face, c'est les montagnes de Charlevoix. Quand tu es sur les deux pointes, là, c'est le massif, la vue sur le massif. C'est fou raide. Là. Ouais, tu te pinces à chaque fois. Là. C'est pas un coin qui est extrêmement développé, donc ce que tu vois, c'est de la nature. Oui, il y a de la civilisation, mais c'est plus naturel que l'île d'Orléans est magnifique, mais ce que tu regardes... C'est la ville de Québec. C'est la ville de Québec, c'est la côte de Beaupré, c'est des endroits magnifiques, mais en fait, sur la pointe est de l'île d'Orléans, quand tu tournes le coin, j'ai jamais fait la boucle complète, mais j'ai souvent fait un 30-40 d'aller faire le... Quand tu revires, tu as le Mont-Saint-Anne en face, c'est magnifique. L'automne. Mais c'est pas l'île aux Coudres. C'est pas la vue sur les montagnes de Charlevoix. Là. Non, Charlevoix, ça a, comme dirait ma copine, la lumière de Charlevoix, c'est extraordinaire. Je sais pas qu'est-ce que Charlevoix a avec la lumière, mais les contrastes, même l'automne, c'est spécial. C'est un beau coin à explorer encore. Tout à fait. Ouais. Fait que le fait du tourisme, on vous remercie pour la subvention. Mais je trouve que justement, il y aurait avantage à développer plus de trails en Charlevoix. Je trouve qu'il y en a des extraordinaires, mais justement, dans le coin des Éboulements, dans le coin, il y en a, mais à l'île aux Coudres, il n'y en a aucune. C'est beaucoup des terrains privés au centre, c'est ça qui est plate, mais il y a tellement quelque chose à faire. Moi, ma blonde... on connaît un peu je connais un peu tout le monde, fait que ça me dérange pas d'aller passer sur leur terrain. Mais mettons l'été, on peut se faire un 30 km de trail à Lille. Il y a pas c'est pas du gros dénivelé, mais sur ça, il y a 10 km qu'on fait sur la plage, sur la grève. Fait que c'est vraiment le fun. Il y a de quoi à faire avec ça. Puis je pense que ça attirerait une certaine clientèle aussi. Ben écoute, je parle à Gilles Poulain. Je pense qu'il est bon pour faire des événements trail où on passe sur beaucoup de terrains privés. Puis il y a de quoi organiser. C'est ça, exact. Un big backyard, avec la vue sur le massif, pourquoi pas. Là. Ça mijote dans ma tête. Mais... Voilà. Là, tu l'as dit sur un podcast. Mais c'est Yvan. Il faut que j'en parle à Yvan. Mais il sait déjà. Le grand magnifique. Yvan, il est bon pour donner des noms aux gens. Yvan, quand il parle de Martine Marois, c'est la magnifique. Puis
La Merveilleuse, excusez, La Merveilleuse. Puis il y a un nom pour tout le monde. Puis là, cette semaine, il m'a baptisé le magicien. J'étais le magicien Yannick Vézina. Mais moi, Yvan, j'ai le goût de l'appeler le grand Manitou qui manie tout. C'est ça. Yvan, il était impliqué dans 1 million. Moi, je pense que tout le monde dans la vie a 24 heures dans une journée. Bon, lui, il en a 36. Ben, je pense que Marlène Côté a 36 heures dans une journée, puis Yvan en a 48. Puis ils nous ont juste pas dit comment on pouvait atteindre ce temps-là, parce que ces gens-là sont impliqués. Puis tu sais, je le dis ici, Marlène, on la connaît tous, puis elle est super impliquée, mais moi, j'ai travaillé avec elle sur la Racine d'Or, je travaillais avec elle sur les rencontres du trail. Elle est partout, elle est impliquée, elle est dévouée. Yvan est pareil, tu sais, Yvan est entrepreneur dans la vie, il a sa job, il est son propre boss parce qu'il gère une business. Il y a pas un truc d'arts martiaux, je veux pas dire. Il a son propre dojo, il a son propre centre de ça. Il organise les défis Everest, le Big's Backyard qui est rendu le Big Wolf, mais là, le Big Wolf est comme rendu l'espèce de... À petite échelle du Québec, un peu comme le Big's Backyard au Tennessee, qui est comme le championnat de tout le monde. Ben là, le Big Wolf est comme rendu ça à l'échelle du Québec, parce que là, tu vas avoir Richard Turgeon qui en organise une en Outaouais. Oui, exact. Ouais. Marlène, dans la région de Québec. Ouais. Oui, il y en a un troisième, me semble. C'est-tu Yvan qui en organise un autre quelque part? C'est pas Bromont? Je pense que c'est à Bromont. Oui, c'est ça, c'est à Bromont, t'as raison. Il y a quelqu'un qui en organise. Mais je pense que ça doit être Gilles qui l'organise à Bromont. Ouais. Il y a de quoi de gros qui sont là-dedans, mais bref... Voilà, il y en a un nouveau au Nouveau-Brunswick qui ont annoncé hier. C'est vrai? C'est Yvan, justement, qui l'a annoncé sur le truc du... Je sais pas si c'est lui qui l'organise, mais en tout cas, c'est... T'as le Devil's Backyard aussi. Mais c'est des belles événements. C'est vraiment... Yvan est le grand Manitou qui manie tout. Voilà. Maintenant, quand vous le voyez, dites que ça vient de moi. Fait que on a commencé avec ta saison 2021 des défis de tour d'île, des défis de route pour un gars, de route, mais aussi un gars de trail. Puis après ça, ton défi suivant était aussi sur route. Pour en parler, Big Wolf's Backyard. Exact, ouais. Grosse performance encore là. Ouais, j'étais content. Parle-moi de ton expérience à Kakuna. Je m'attendais absolument à rien. Je me suis pas entraîné spécifiquement pour cet événement-là, pour être honnête. J'ai juste fait énormément de volume pour faire mon 100 kg, pour faire le tour de l'île d'Orléans. Ouais. C'était comme juste des entraînements aussi, ça. Puis je suis arrivé là, puis mes événements, c'était plus Arikana puis Bromont. Puis je me suis dit, wow, ça va être un gros week-end de volume, c'est nice. Je connaissais pas tant le principe du backyard, fait que j'ai dit, je vais all-in. Puis c'est ça, je suis arrivé là, je connaissais pas du tout Yvan à ce moment-là. Je le connais bien maintenant, mais on arrivait de vacances, moi et ma copine. Fait que on avait quand même fait beaucoup de volume. J'étais un petit peu fatigué. J'étais comme, bon, advienne que pourra. Puis, dans la vie, moi, je cours pas pour... Je gagne pas ma vie avec la course. Fait que je vais pas, des fois, taper pour faire un taper, mettons, pour me préparer pour un événement parce que, là, on était dans les Laurentides, on avait toutes les montagnes des Laurentides. Elle n'a pas de limité, hein? Non, c'est ça, exact. Fait que j'ai pas fait de taper tant que ça. Fait que je suis arrivé là, je m'attendais à rien, puis... J'étais arrivé avec ma famille, mon frère qui faisait mon support crew qui a été extraordinaire, puis mes parents qui sont venus me voir dans la journée. Puis c'est ça, on commence à courir, puis je connaissais 2-3 personnes. Fait que je courais avec eux, on a bien du fun. Moi, je me suis dit, au moins 24. Si je me rends à 30 heures, je vais être content. 30 heures, je pense que ce serait un bel objectif, puis j'arrêterai après ça. Je travaillais lundi après-midi. Je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut aller au travail parce que ça finit où, ça? Sinon, ça finit quand? Un peu quand t'es Éric Deshaies qui est sur le fucking line-up, tu sais que ça peut durer 3-4 jours. En parlant d'Éric, tu sais que tu rencontres Éric la veille, puis là, il dit, ouais, puis toi, demain, tu sais, Éric savait que j'allais sûrement me rendre loin aussi. Puis il me dit, toi, demain, puis là, je dis, c'est 30 heures, je pense. Puis il dit, non, je pense que t'es capable de plus. Là. Il dit, tu es capable de 36. En tout cas, moi, 48. Moi, je suis prêt pour 48. Fait que là, déjà, en partant, ça te joue un petit peu dans la tête. T'es comme, lui, il est là pour 48. Fait que, tu sais que c'est un coach dans la vie, c'est un préparateur. Fait que tu sais que s'il dit 48, c'est pas du bluff. Il est capable. Il est prêt pour ça. Fait que, tu sais, c'était cool de le savoir, mais en même temps, ça te joue dans la tête un peu parce que tu dis, moi, je vais pas faire 48, c'est sûr. Fait que je gagne pas, c'est sûr. T'sais. Mais encore là, tout peut arriver. Ben oui. Puis, tu sais, la nuit passe, ça va bien. Honnêtement, la chose qui me tenait le plus, c'est quasiment les moustiques. Là, parce que sinon, mon corps, ça allait bien. La bouffe, ça allait bien. L'énergie, toutes mes articulations, ça allait super bien. Puis de moment donné, après 24, justement, tu sais, commence à dropper le monde. Puis j'arrive à 30, j'arrive à 28, 29, on n'est plus beaucoup. Je commence à être, je te dirais, mentalement affecté un peu. Tu sais, je vois le 30 qui s'en vient, je suis content. Puis je me dis, tu sais, je m'étais fixé cette limite-là. Je pense que ça va être ça. Puis là, tu sais, je le mijotais, mais on dirait que je m'étais déjà convaincu que c'était la fin.
même si j'aurais été capable de plus, physiquement, j'étais capable d'en donner. Là. J'aurais pu faire quelques... Tu sais, je veux pas dire parce qu'il peut tout arriver. Là. Je pense que j'aurais pu faire un 4, 5, 6 heures de plus peut-être. Là, tu sais. Je pense. Mais mentalement, j'ai décidé de tirer la plug à 30. J'étais super content parce que 30 heures d'affilée de course, c'est quand même du stock. Tu t'étais jamais rendu là, dans le fond? 30 heures, non, jamais. Jamais, même à 160 que j'ai fait, j'ai jamais... c'était 24 heures là, que j'avais fait aux États, puis... C'est ça, tu sais. Fait que après 30 heures, je dis en même temps, à chaque fois que mon frère ouvrait la glacière ou que je rouvrais la glacière, j'avais la bière dans le coin là, qui me faisait de l'œil. J'étais comme. Puis tu sais, honnêtement, je vais être très honnête. Tu sais, des fois dans des longues, là, qu'il te reste 3-4 kilos à faire, puis ça te tente pas, puis tu sais que ça va être pénible. Tu sais, la bière, des fois, c'est juste. La motivation qui... Elle dit, bois-moi. Puis c'est ça qui te garde le focus, tu sais, la bière d'après-course. En tout cas, pour moi, des fois, c'est ça. C'est pas tout le temps ça. C'est pas pour ça que je cours. Là, mais non, mais ça peut... il y a différentes motivations. C'est ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, tu sais, c'est assez. Là. Fait que là, j'ai juste dit que j'arrêtais. Puis tu sais, je commençais à sentir un peu des chevilles, des genoux, fait que j'ai dit, tu sais, je vais arrêter ça. J'ai fait quelques tours avec Stéphanie, elle, ça avait l'air à super bien aller encore. Eric, il était juste intouchable, fait que tu sais, j'étais comme, je suis dans le top 4. Cédric, j'avais aucune idée, j'avais pas parlé beaucoup. Ouais, c'est ça, c'était un peu une surprise, je pense. Quand tu regardes son background de course, tu fais, ben c'est pas tant une surprise, parce qu'il est solide, là, mais le monde, tu sais, je pense que le monde parlait beaucoup d'Éric, de Stéphanie qui était championne canadienne à ce moment-là. Fait que c'était comme les genres de deux favoris que dont les gens parlaient. Là. C'est ça. Puis tu sais, j'ai eu super beaucoup de fun avec Éric. On a fait une boucle super rapide la nuit ensemble. Je pense qu'on est rentré en 33 parce qu'on s'est dit on clenche ça puis on dort. Juste pour nous faire une petite demi-heure de dodo. Là, c'était la seule fois qu'on a dormi. Puis après ça, j'ai embarqué plus avec Steph. J'ai couru avec Bastien, un de mes amis aussi pendant toute la nuit. Puis tu sais, t'apprends à connaître le monde un peu plus. Puis, tu sais, Steph, je la connaissais zéro. J'ai parlé beaucoup. Puis, j'ai adopté un peu sa technique pour les dernières loops. Tu sais, j'ai embarqué avec elle, puis je la suivais, puis ça allait bien. On jasait, puis on avait du fun. Fait que c'était parfait. Puis, c'est ça. Mentalement, j'ai juste dit, bon, c'est assez. Puis, je pense que c'est un peu ça qui me bloque aussi quand je fais des très longues. Là. C'est qu'à un moment donné, mentalement, je deviens un peu... c'est pas fatigué mentalement, mais je deviens un peu blasé mentalement. Okay. Je sais pas si toi, ça te fait ça dans les ultra longues. Là, c'est pas arrivé encore, mais petit moment, là, un petit moment que t'es comme... je vais marcher plus. Puis on dirait à ce moment-là, ça me tentait plus de courir. Fait que j'ai dit, bon, j'arrête là. Puis je pense que c'est bien aussi quand ça te tente plus. Je pense que le dernier invité que j'ai écouté cette semaine, Marc-André, Marc-Antoine Forêt. Marc-Antoine, ouais, c'est ça. Puis lui, c'est ça, il a Arcana, il a dit, ça me tente plus de courir. Puis c'est ça, à un moment donné, ça te tente plus, arrête. On gagne pas notre vie avec ça, puis je fais pas des millions avec ça, fait que j'ai le droit de dire, à un moment donné, ça me tente plus. On fait ça pour le plaisir. C'est ça, je fais ça pour le plaisir. En perdre, de pas en avoir, ben... Puis mentalement, c'est ça, j'ai dit, ça me tente plus, j'arrête. Puis à un moment donné, c'est correct de te respecter aussi là-dedans. C'est un top 4 quand même, là, aux côtés c'est ça, j'étais bien content. De Cédric Chavannes, qui t'a fait longtemps aussi. Puis je savais que physiquement, j'aurais pu aller plus loin, fait que c'était comme une petite consolation. Je me dis, bon, tu sais, la prochaine fois, je vais pas travailler le lundi. Puis je vais y aller pour gagner, tu sais. Ça va être ça mon objectif. Ouais. Fait que je vais peut-être aller plus loin. Mais quand t'arrives là, en disant j'arrête à 30 heures, ben t'arrêtes à 30 heures. Ben, c'est ce que j'allais dire parce que je pense que Eric, c'est ce qui est arrivé aussi à Big Dog's Backyard au Tennessee. Il était mindé pour 50. Il n'y avait aucun support crew. Fait qu'à un moment donné, t'es ton propre crew. C'était un méchant enjeu aussi en backyard. Mais il disait, j'y allais pour 50. Après 50, ça me tentait plus. C'est ça, exact. Puis finalement, écoute, ça se continue 35 heures de plus après. Puis, c'est fou, ça. Mais je l'ai entendu plusieurs fois, ça, quand les gens qui ont fait des backyards. Quand tu te fais sur un objectif trop précis de dire, moi, je vais faire 24 books, je vais faire 20 books, je vais faire 30 books. Dans ton cas, tu te disais que tu allais en faire 30. Ça l'arrête après 30. C'est ça. 200 kilos, c'était un beau chiffre pour moi. Je trouvais que c'était bien rond. Ça closait bien. Puis, comme je te dis, la prochaine fois, si j'en fais un, ça va être for the win. Puis, j'arrêterai quand je serai plus capable. Puis, c'est ça. On va y aller au maximum des capacités. Mais c'est une belle première expérience. Je pense que pour une première expérience, c'était raisonnable aussi d'arrêter à ce moment-là. Puis, pour avoir une belle image de l'événement dans ma tête, puis pas finir à quatre pattes en rampant avec les genoux en sang. Fait que je suis bien content de ça. Là. Puis tu sais, je suis impressionné de qu'est-ce que Eric fait, puis je suis impressionné en général
même de mon corps, à quel point tu peux... Tu sais, moi, je travaille dans la préparation physique, dans le corps humain, dans ça. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, voir à quel point on peut se pousser. Puis l'ultra, c'est extraordinaire pour ça. Il y a pas... De plus en plus, il y a des études là-dessus qui ressortent, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu fais un ultra, qu'est-ce qui se passe même dans ta tête au niveau psychologique. Mais il n'y en a pas énormément. Puis de l'expérimenter un peu sur toi, d'être ton laboratoire, là, ça, c'est un gros fun pour moi, là, de faire ça. De voir ta limite, c'est où. Puis c'est ça. Le Big Backyard, c'est un bel événement pour explorer ta limite physique et mentale. Parce que c'est autant... c'est 50-50. C'est clair. J'ai l'impression que le Backyard aussi est une bonne façon de faire cette expérimentation-là parce que c'est une boucle qui se répète. Exact. C'est pas... Tu sais, si à un moment donné, quelqu'un voulait faire une étude sur le Backyard, ben c'est facile. C'est un 6,7 kg de route. C'est pas... faut pas que tu connectes ton athlète de plein de data quand il est dans la brousse à Arikana, à l'autre bout du monde, il n'y a pas de signal. Ouais, c'est ça, c'est super intéressant. Puis il y en a de plus en plus de la data sur comment ça affecte ton corps. Tu sais, mettons, un collègue physiologue, il m'a envoyé... récemment que, bon, il y avait des premières études qui prouvaient que ça allait affecter les fonctions rénales, puis c'était dommageable à long terme pour les gens qui font du ultra, mais tu sais, encore là, bon, dans la vie, il faut que tu fasses un peu qu'est-ce que tu aimes aussi, parce que peu importe ce que tu vas faire, il va y avoir un petit peu de dommages qui va être généré. Là. Rendu là, on le sait, rendu à 160 km, j'espère que tout le monde sait que c'est pas bon pour leur corps. Tu sais. Mais il y a un petit quelque chose qui se passe. 30 heures de Netflix par semaine. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça que je réponds aux gens souvent, tu sais, c'est... Ouais, mais au moins, je suis dans le bois, puis je suis heureux, puis je fais ce que j'aime. Je trippe, je me sens en vie, tu sais, je me fais mal un peu, mais c'est pas grave, tu sais. Au moins, c'est ça. Au moins, je vis pleinement, puis si ça fait que, bon, je suis plus affecté à 70 ans, ben... On aura eu du fun. Ben, j'aurais eu du fun. On aura des bonnes histoires à raconter. Exact. Ben, oui, moi, je vois ça un peu comme ça. Je te recevrai à l'épisode 2560, on n'a pas sorti du bois, on sera sur le bord de l'eau à l'île, avec une bière, on jasera. Te rappelles-tu la fois que... Ouais. Les deux plugués. C'est ça. J'espère que pas long. Fait que le reste de ta saison, tu avais 2 gros objectifs, là, très ultra-trail, très sentier après avoir t'être amusé sur la route. Tu avais l'Ultra Trail Arikana 125, Bromont 160. C'était-tu prévu à la base de faire les deux? C'était ça le plan de match? Oui, le plan de match, c'est de faire un autre 160 parce que c'est pas la distance que j'aime le plus, mais c'est celle qui me challenge le plus physiquement et mentalement. OK. De plus en plus, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je me garde puis que je fasse des distances que j'aimais plus. Okay. Mais c'était le 160 de Bromont qui était mon objectif, c'est certain. Arikana 125 parce que j'adore l'événement puis je trouve que c'était une belle préparation. C'était 4 semaines avant, c'était parfait. Arikana, ça s'est pas passé comme je voulais. C'était mon premier DNF, mais c'était mon deuxième DNF parce que le Big Backyard... Officiellement, c'est un DNF. Tout le monde est DNF. C'était le premier DNF... traditionnel. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça m'a quand même fait ça un peu parce que dans ma mentalité, j'abandonne pas de course. Ouais. Je vais au fond, puis même si je suis pas sur mon temps, à moins que je sois vraiment blessé, ça a toujours été une règle pour moi, mais sinon, je vais y aller puis je vais finir la moitié de course. Je me suis entraîné par respect pour tout l'entraînement que j'ai fait et tout. Là. La course, c'est pas jamais une finalité pour moi. Moi, j'aime beaucoup plus m'entraîner qu'aller faire une course. Mais l'événement de course, c'est quand même exceptionnel, puis c'est vraiment le fun d'être avec tout le monde. Puis, tu sais, c'est justement, tu t'es fixé un objectif, puis par respect pour toutes les fois où ça te tentait pas d'aller courir, que c'était ça qui te motivait à aller courir, ben finis-la ta maudite course. Hein. C'était ça ma mentalité. Puis là, j'ai été malade, j'ai pogné un virus, on sait pas trop en fait c'est quoi là, mon médecin non plus, il m'a dit peut-être la gastro ou peut-être une grosse intoxication alimentaire. Bref, j'ai été, excusez-moi si vous déjeunez ou si vous, peu importe, mais j'étais sur le bol pendant 3 jours, là, puis je buvais un verre d'eau, puis c'était straight, là, je pense que j'ai perdu 7-8 livres, là, en 3 jours. Ça, c'était du lundi, non, c'était du mercredi, lundi au mercredi. Le jeudi, ça allait un petit peu mieux. J'avais encore ce problème-là un peu. Le jeudi soir, ça allait bien. J'ai été courir 3 kilos. J'ai pas couru du tout pendant toute la semaine. Puis, ça brassait encore pas mal. Puis j'étais comme... je me suis résigné à pas faire la course. Je me suis déplacé quand même. Mais je me suis dit pas de course. Mes parents étaient là. Fait que j'étais avec mes parents pour la fin de semaine. C'est parfait. Avec mon frère aussi. Puis c'est ça, le vendredi matin, je me suis levé. Je me sentais bien. J'étais allé courir 1 km. Puis je me suis poussé à bloc. Juste pour tester la machine. Pour voir si ça tenait. Puis Colin, je me sentais bien.
c'est sûr que j'avais pas de l'énergie, là, tu sais. Mais je me suis dit, tu sais, j'ai payé ma course. Au pire, j'arrête. Au pire, j'arrête à... J'ai 2 options. J'ai 2 belles options d'arrêter au Morios, d'arrêter au Haute-Gorge. Puis j'ai dit, tant qu'à la faire, ben, je vais partir comme si j'aurais fait ma course. Tu sais, un bon brillant, là, tu sais. À ton pace habituel. C'est bien intelligent, tu sais, le gars, mais... En tout cas, peu importe. Je me suis dit, let's go, on y va all-in. Puis je suis parti vite, puis j'ai toffé. Jusqu'à 50 quelques, là, j'ai frappé un gros mur énergétique. Là, c'était énergétique. Là, t'étais déshydraté les derniers jours. Quand on dit souvent aux gens, c'est pas grave si la veille tu dors mal, c'est pas grave si la veille tu manges pas ce que tu devrais manger, c'est l'accumulation des derniers jours qui vaut la peine. Mais dans ce cas-ci, c'est l'opposé aussi. C'est que les 4, 5, 6 jours avant, tu n'étais pas dans optimal en termes de... J'étais vraiment en déficit énergétique là, à 100%. Puis en plus, mon estomac était très irritable. Fait que là, les gels, tout, ça rentrait pas tant que ça. Ça rentrait bien ces premiers 30. Mais tu sais, après ça, c'était difficile. Puis j'ai comme arrêté de manger à 40, 45. Ça allait pas bien. Là, l'énergie a droppé complètement. Puis là, à 55, j'ai commencé à plus avoir de plaisir. Puis je me suis dit dans ma tête, je vais arrêter, c'est sûr. Puis là, je suis arrivé, je me suis assis. J'ai expliqué un peu la situation à mon frère, puis à qui est mon crew, puis mes parents qui étaient là aussi. Puis, tu sais, il nous dit, ben, tu sais, on va attendre. Attendons 5-10 minutes, puis voir ce qui se passe. Là, Julien, la chance était là, il attendait Joanie, il m'a fait de la soupe. Tu sais, c'était... Puis, tu sais, j'essayais de me convaincre que j'allais repartir, mais je savais que j'allais pas partir. Tu sais, on dirait que t'as tout le temps, laisse passer 2 minutes. Ton idée était faite, là. Puis là, tu sais que les prochains 20 quelques kilos dans le noir de la nuit, ça va être tough. Puis, tu sais, que tu peux juste abandonner 40 km plus loin si tu veux sortir rapidement. Ouais, si tu abandonnes le Coyote, c'est profond, mais t'auras pas de fun. Ça va être aussi long à sortir de là. Fait que le moment donné, j'ai juste été raisonnable. Puis j'ai dit, bon, par respect pour mon corps aussi. Puis tant qu'à marcher les prochains 42 km, je vois pas l'intérêt pour moi de faire ça. Puis est-ce que le Bromont qui venait 4 semaines plus tard, t'as joué dans ta tête aussi? Même pas à ce moment-là. Non, j'ai même pas pensé à ce moment-là. C'était juste par respect pour ce que mon corps avait traversé les 3 derniers jours. Je me suis dit, garde, t'es déjà un peu cave d'avoir parti. Puis tout le monde me disait que j'étais un peu con d'avoir parti. Mais tu sais, je me suis dit, comme je te dis, j'ai payé ma course. Je vais l'essayer. Puis tu sais, je vais pas endommager mon corps à ce moment-là, mais tu sais, ça a quand même été long après. J'avais comme été en déficit énergétique pendant un petit bout, là, je pense. Là. J'ai perdu beaucoup de poids, je l'ai pas repris rapidement. Puis j'étais arrivé à Bromont, puis j'avais toujours pas repris mon poids. Tu sais, j'en disais que j'avais de la misère à... j'étais vraiment, comme je te dis, en déficit énergétique. J'arrivais pas à manger totalement tout le temps ce que je voulais. Puis, mais tu sais, à Bromont, j'étais convaincu que j'étais en bonne forme. J'avais fait des bons entraînements avant. Ça roulait vraiment bien. Ben, on avait fait un ensemble, justement. Ça roulait, on était allé au Mont-Saint-Anne, puis tu l'avais refait le lendemain. Ouais, c'est ça, avec Joanie. On était allé au Mont-Saint-Anne avec Dom Gladu, qui était mon pacer. On avait fait une bonne sortie, là. Genre 25-26. 25 avec 4 montées du Mont-Saint-Anne, 3,5. On se rappelle la belle photo où on marche au bas du versant nord, puis... on avait les deux désespérés flambant neufs, on sortait des boîtes, deux belles paires de Speed Goat, puis je regarde pas où je marche parce qu'on jase, et là, boum, la bouette jusqu'au genou. Un trou. Mais ouais, c'est ça, grosse sortie, puis la descente, la quatrième descente, t'avais pogné du 2 kg par kilo, t'étais en feu cette journée-là. Moi, mon plaisir dans la vie, c'est de descendre la Pichard. Descendre la Pichard. À bloc. Genre, tu fais l'hélicoptère avec les bras, là. Tu sais, t'es tellement en vitesse que tu bosses les bras. Ouais, puis t'avais pogné ton homme aussi avec Dom Glady. Lui, il aimait ça aussi. Il n'a qu'une vitesse, puis c'est à bloc, là. Ouais, puis on a refait exactement la même chose avec Joanie. Le lendemain, c'est ça? Avec Maïka, c'est ça? Maïka, le lendemain. Puis... t'avais un bon build-up, là. Ça, c'était 2 semaines avant, je pense. Ouais, c'était 2 semaines avant. Puis j'avais pas fait trop je m'étais pas trop excité. Fait que, mais en tout cas. Il vient de dire qu'il fait l'hélicoptère avec ses bras à 2,30 kilos. Je suis pas trop excité. Mais ça, c'est juste un plaisir. C'est impossible que je descende la Pichard. C'est frein, ouais. Non, c'est le fun. Je sais pas, ça me remplit de bonheur. Je me sens en vie quand je fais ça. Puis c'est mon plaisir. Fait que c'est ça. Finalement, j'arrivais à Bromont. Puis je me sentais bien au départ, mais. T'sais, en rétrospective, je pense qu'il me manquait encore de l'énergie. Juste en prenant mon poids, j'étais vraiment lightweight. Là. Puis dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, je pense que c'est bon, en fait. Je pense que ça va être bon. Je suis en grosse shape, j'ai fait du volume, fait que c'est normal.
Puis je pense que ça l'a joué à partir de 80. J'ai couru avec des gars, c'était super. Puis ça allait super bien. Puis là, je suis parti, j'ai dit au gars, bye, moi, je veux augmenter ma vitesse. Puis ça allait vraiment 80? bien. Ouais, c'est ça, ça allait vraiment bien. J'ai remonté le Bromont, j'avais un bon speed. J'étais arrivé en bas, je me sentais encore super bien. J'ai mangé une soupe. Avec mon frère était là pour me crewer. Il y avait mon pacer Jeff Grenon qui était là. Il me parle, j'étais super lucide encore, ça allait bien. Puis la partie après Bromont, là, après le P5. 80 à 95. Ouais, il y a 3 montées de Bromont du 80-95. C'est quand même roulant. Là. C'est la partie facile de la course. Du P5 à chez Bob au P7, c'est assez roulant. Là. Ouais. En fait, jusqu'au Pacer. C'est ça. La portion avec le Pacer après jusqu'au P7, il y a un peu plus de... Encore là, c'est pas énorme comme montée, mais après le P5, ça roule. C'est de la route. Je me suis dit, OK, là, c'est le temps de rouler, puis c'est le temps. Fait que là, j'augmente mon pace. Ça va bien. Puis de un moment donné, je commence à avoir mal au ventre. Puis depuis, en descendant à Bromont, j'avais arrêté de manger parce que j'avais mal au ventre un peu. Mais de un moment donné, quand tu cours 100 km, c'est normal d'avoir mal au ventre. Là. Fait que tu fais pas de lien. Fait que je continue à boire, je prends du Gatorade. Plus. Puis là, à un moment donné, le Gatorade commence vraiment à me lever sur le cœur. Okay. J'ai le goût de sucre qui m'écoeure dans la bouche. Puis je commence à avoir des petits spasmes au niveau du ventre. Puis j'ai arrêté complètement de m'hydrater puis de manger parce qu'il n'y avait plus rien qui rentrait. Puis de un moment donné, j'ai juste sorti un petit morceau de bar, je l'ai mis dans ma bouche. Je pense que j'étais à 100, 105. Puis j'ai vomi tout de suite. Tout de suite, il y a eu un spasme, mon estomac, mon œsophage. J'ai vomi. Là, j'ai fait, wow, c'était intense. T'essaies de manger un petit morceau, puis le corps il dit non. Puis le sucre, là, ça n'a pas passé pantoute. Puis je repars. Je vomis une deuxième fois. Un autre, l'impact au sol contractait mon ventre. Puis ça ressortait tout de suite. Puis ça a fait ça 7 à 8 fois. Je ne me rappelle pas combien de fois. Là. Puis c'était de la bile. Il n'y avait rien qui sortait. Parce que tu n'as rien dans le corps, finalement. Fait que là, j'ai marché jusqu'à P7, je pense. Au lac Bromont? C'est-tu P7? Avant P7, là, ravito avant P7. Ça, c'est le lac Bromont. Ouais, où on avait droit ravito, au mais pacer. c'est pas un vrai ravito. C'est là que ton pacer est là. J'ai essayé de courir, ça marchait pas. Puis, j'étais découragé, ben raide, là, parce que ça a passé vraiment de... Ça va être la meilleure course de ma vie à... C'est la pire course de ma vie, finalement. Hein? Genre en dedans de jusqu'au P5, 5 km. 95e kilo, top shape. Puis c'est ça. Puis en rétrospective, j'ai arrêté 1 heure, même chose qu'à Arcana. Je me suis dit, j'arrête pas ma montre, je continue, je vais continuer, je prends du repos, je vais continuer, c'est sûr. J'ai essayé de prendre de l'eau, j'avais le hockey, il n'y avait rien qui rentrait. Là. Puis je pense que j'ai bu 200 ml en 1 heure, il n'y avait rien qui rentrait. Là. Puis c'est ça, j'ai tiré à la plug après. Là. J'ai dû dire, là, arrête là, c'est pas intelligent. Puis mon frère m'a convaincu que c'était pas une bonne idée. Mon pacer aussi m'a convaincu. C'est parce qu'il en reste long aussi. Mettons que tu arrives, je sais pas moi, au lac Gale, à 15 km de l'arrivée, puis tu files de même. Tu te dis, garde, il reste 15 kilos, ce sera le 15 kilos le plus long de ma vie, je suis rendu. Mais là, pas au P7, mais au lac Bromont, il en reste long. C'est ça. Ça reste un 50K. Là. C'est ça. C'est pas plus. Non, c'était à 123 ou 123. T'as raison, P7, c'est 127. Mais il reste quand même 45 kilos. C'est ça, c'est long. Les Pacers faisaient 42 kilos. Fait qu'il rentrait à peu près au... c'est ça. Bref, il en reste long. C'est ça, c'est long. Là. Fait que... Puis c'est long quand tu vomis puis que t'as pas d'énergie. Puis qu'il n'y a rien qui rentre. Puis je voulais pas le finir en marchant. Puis encore une fois, j'avais plus de fun. J'ai juste tiré à la plug. Puis ça a été fini là. Puis ça a été plus une grosse déception. Mais en même temps, je te dirais que je suis pas quelqu'un qui s'accroche à des choses dans la vie puis qui reste stocké là-dessus. Là. Je te dirais que le lendemain, j'ai regardé d'autres courses puis je voulais m'inscrire à d'autres courses. Puis j'avais de la misère à manger encore. Mon estomac était ultra irritable. Ça t'a juste confirmé que t'es... C'est ça. Puis en rétrospective, là, c'est vraiment, je pense, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait l'île d'Orléans, j'ai fait l'île aux Coudes, j'ai fait le backyard, j'ai fait 2-3 gros week-ends. Ce que j'allais dire, c'est qu'entre tes courses, vous avez fait des super sorties de fast-packing. On se fait du fast-pack de 40, des 85 kilos en 2 jours, là, souvent avec ma blonde, puis ça m'a grugé. Puis, j'ai lu un article récemment d'un auteur qui comparait le déficit énergétique... on appelle ça Reds en anglais, j'ai pas fait ça, je pense pas, mais à une tour de Jenga Blocks, là, que tu mets les blocs, tu bâtis ta tour, puis là, c'est comme le jeu d'en enlever pour pas qu'elle s'effondre, mais il dit, quand
quand tu prends pas assez de calories, puis tu te reposes pas assez, la récupération est pas assez bonne, t'as pas assez d'espace entre tes événements, c'est peut-être les 2 premiers événements, ça va bien passer, mais si tu continues sur tout ton automne, sur tout un 6 mois de temps, ben à chaque fois, t'enlèves un de tes blocs, puis là, ta tour, elle reste là, puis tu penses que t'es correct, mais tu la fragilises à chaque fois. Puis je pense que j'ai fait ça un peu avec mes courses, j'ai fait ça à Arcana parce que mon corps était juste pas prêt à courir, puis j'étais allé courir pareil. Fait que là, je l'ai enlevé probablement plusieurs. Puis j'étais arrivé à Bromont, je me pensais. Ma tour était encore là, était belle, était debout, puis dans ma tête, ça allait bien aller. Mais je pense que mon corps, déjà, il était très limite. Là, je pense que j'aurais fait le 80, puis ça aurait été correct. J'aurais eu une belle course, puis tout. Mais... Puis c'est ça, j'apprends à me connaître encore avec ça. Puis côté nutrition, ça n'a pas été parfait. J'ai fait des erreurs. Puis un 160, c'est pas comme un 80, puis c'est pas comme un marathon. Hein. Tu as fait une recette une fois. Ça veut pas dire que ça va marcher pour la prochaine fois. Puis les conseils, je les apprécie tout le temps, mais 24 heures de course, 30 heures de course, c'est une autre ligne, puis c'est tough à gérer au niveau nutritionnel. C'est dur de le tester aussi. C'est ça, tu l'as expérimenté. T'as bien beau te faire donner 1 million de conseils par tout le monde. Il faut que tu le gères, il faut que tu trouves une recette un peu avant, mais c'est pendant la course aussi. Il faut que tu vois avec qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce qui est... C'est ça. Toi, je pense que tu as trouvé des bonnes recettes pour toi, puis qui ont bien fonctionné. Ça a marché, mais je veux dire, c'était du test. Moi, j'avais jamais essayé le riz à l'avocat pendant une course. Je l'ai testé à Bromont. Je sais que c'est pas la meilleure chose de tester la première fois dans une course, mais... Moi, j'ai testé plein de choses. Martine m'en parler quand elle a fait ça autour des gens. J'ai fait, bon, mais ça va être ça. Puis ça a marché, mais à moins que tu fasses plusieurs 160, tant que tu n'en as pas fait plusieurs, là, ça a marché pour ceux-là, puis ça marche peut-être pas pour le c'est ça, exact. On apprend là-dedans, puis... C'est dur, là. J'ai testé plein de choses à Big Backyard. Ça a super bien fonctionné. C'était la première fois que j'en prenais. Puis ça a fonctionné merveilleusement. J'en ai pris au Bromont parce que je savais que ça avait marché, puis ça a pas marché. Fait que c'est ça. D'une fois à l'autre, Mais tu sais, en même temps, ça n'a pas marché parce que j'étais irrité d'avance. Ouais. Fait que est-ce que c'est la bouffe? Je pense pas, mais en tout cas, c'est ça. Ouais, puis ça reste que c'est un effort qui est long, là, 20 heures et plus. Tu peux pas le tester en entraînement, ou très peu. C'est rare que pour une course qui va t'en prendre 24, tu vas te faire des sorties de 20. C'est pas comme le marathon. J'ai l'impression que le marathon, tu te rends quoi, 32, 34 kilos dans ta préparation. Ouais. T'es pas loin de la fin. C'est long, là, le dernier 8, mais on s'entend. Ouais. Mais tu sais, entre 2h30 d'effort puis 3h, par exemple, il n'y a pas le gros gap. Ouais, c'est là, tes longues sorties, c'est des journées de 8 heures. Là, c'est en faire 28 dans montagne. C'est pas la même chose. C'est pas la même game. Là. En 28 heures, normalement, t'as pris 3-4 repas. Là, tu prends pas 3-4 repas. Et du sommeil. C'est con, mais moi, je le sais que dans ma vie avant la course, les ultras, j'ai déjà été technicien de scène, j'ai fait plein de petites jobines qui, des fois, je travaillais dans un club de golf, on se levait super tôt. Moi, je le sais que le manque de sommeil ou les horaires un peu atypiques jouaient sur mon estomac. Puis là, c'est pas encore arrivé, je pense, en ultra, mais je le sais que c'est de quoi que j'ai déjà vécu par le passé dans une ancienne vie. Fait il y a ça aussi, là, je veux dire, ça joue sur l'estomac quand t'as le déficit de sommeil, déficit énergétique, tout ça mixé ensemble, plus l'effort, on s'entend. Je me rappelle pas, le lendemain, mon père, moi, j'ai pas de montre dans la vie, mais j'ai mon sel, puis je l'avais sur moi, puis le lendemain, il me demandait combien de calories perdues, puis combien de pas que t'as fait. Ça n'a aucun sens. J'ai jamais mangé ça, même pas le 1/10 de ça, tu sais. Tout ce que tu manges, tout ce que tu dépenses, c'est impossible que tu le manges, là, à moins que tu aies 3 repas normaux. Ça arrive pas. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu tombes en déficit. Là, exact. C'est dur de le reprendre. Là, comment ton corps gère ce déficit-là, chaque personne est différente. Puis tu te crées pas ce déficit-là au quotidien pour te pratiquer. Fait que c'est race day, ça arrive. Si tu es déjà un peu en déficit, quand tu arrives à la course, je pense que tu tires la balle dans le pied un peu en partant. Puis c'est ça. Bref, ça a été une belle leçon pour moi. Ouais. Pour moi, c'était mon premier vrai DNF parce que à Arcana, j'avais été malade. Fait que c'était plus comme. C'était raisonnable. Mais là, c'était mon vraiment premier DNF. Ça a comme fait 2 DNF. 3 avec le backyard. Mais l'année passée, pour moi, puis ça a comme été un choc parce que c'était les premières courses que j'abandonnais. Les 3 de suite, on va dire. Là. Puis je veux prendre ma revanche l'année prochaine, c'est sûr. De ces courses-là? Non, pas de ces courses-là, mais sur le 160. J'ai adoré le parcours de Bromont. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais je suis un gars, si je me mens pas, j'aime ça rouler. J'aime ça le dénivelé, mais j'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui va triper à faire 8000 mètres de dénivelé sur 160. J'aime ça. Le 160 que j'ai fait en Alabama, c'était 4000. Pinotty 100, c'était 4000 mètres. C'était roulant, c'était le fun. Il y avait 2 montées de Mont-Saint-Anne. C'était raisonnable dans le 160, mettons.
il y avait 2 fois 600 mètres, mettons. Je compare sur Mont-Saint-Anne tout le temps, c'est comme ma référence. C'est ça. Je suis tout le temps. Et Mont-Saint-Anne, il y en a partout dans le monde. Puis, mais ça, j'aime ça, ce parcours-là. Je cours, je sens que je vais vite. Ça m'avait pris justement 24 heures faire ça. Puis c'est ce genre de parcours-là que j'aime. Puis je me suis dit, pourquoi tu fais pas juste des parcours comme ça que t'aimes? Mais j'ai adoré l'expérience du Bromont Ultra. C'est quand même pas si technique non plus. Là. Non, c'est roulant, mais c'est juste... Si tu compares à Ricana, on n'est pas dans ce niveau de technicité-là. Ouais. Je pense que c'est technique pour des gens qui viennent de l'extérieur parce que c'est très québécois comme trail, mais tu as, à travers du plus roulant versus, je pense, un parcours comme le QMT ou Ricana qui pardonne moins. Ricana, tu as quelques portions plus roulantes. Mais Bromont, tu as des bonnes sections que ça roule. Oh, ouais, tu as de la route. C'est ça. Fait que ça j'ai aimé ça pour ça. Puis je pense que c'est un beau défi. Fait que c'est sûr que je vais le refaire pour le défi parce que là, je connais le terrain, je sais à quoi m'attendre, je sais que c'est roulant beaucoup, même s'il y a du dénivelé. Fait que je vais aller reprendre ma revanche là sur moi-même. Mais avant ça, j'aimerais ça me réconcilier un peu avec le 160 puis aller faire un parcours qui est roulant. Je ferais quoi de rapide? Là. Ouais, c'est ça. Je pense. À l'américaine. À l'américaine. T'as-tu pensé à la Western State? Pareil que c'est facile à rentrer là. Ouais, c'est ça. Un jour. Non, j'ai pas. Honnêtement, des courses que. Les courses que c'est long le processus pour s'inscrire, ça me tente un peu. Là. Que ça prend telle course. Puis tu sais, tout ce que le UTMB sort présentement, que je suis comme. Vous voulez juste pas que je fasse votre course. Les là, running rocks. C'est complexe. Là. Ouais, ça devient compliqué. Fait que je me suis dit, bon, j'ai comme laissé ça un peu de côté. Puis je me suis dit, bon. Il y a tellement de belles courses. Ouais, c'est ça. J'en parlais, on en parle souvent, les trails américaines. Il y en a des centaines et des centaines. Tu peux courir 3 fois 100 000 chaque fin de semaine. À l'année longue. Justement, la Pinotty 100, tu connais pas en tout ça. Je suis arrivé là, c'était une super belle course, c'était plus local, j'ai eu du gros fun. J'ai pas eu à passer par aucun critère d'inscription. Non. Il fallait juste que tu dises que tu avais fait une longue course avant, puis c'était le fun. Un Strava d'un 10 kilos. C'est ça. Fait que c'était parfait pour moi. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai eu ma boucle de 160. J'étais content. J'avais fait un beau 160. Puis c'est pas la Western State, mais pour moi, c'était ma Western State. C'était un bel événement. Sinon, il y a la Eastern State. Pour vrai, c'est à côte est américaine. Ouais, je te jure. Ah ouais, la Eastern State qui est une course. Je sais pas c'est où, c'est à la côte est américaine, puis ils ont choisi le très bon nom pour les gens qui sont un peu mêlés. Eastern State, me semble, c'est pas pire. C'est inscrit. Mais ouais, il y a ça. Ça peut être ça. Tu rajoutes un W au Sharpie, puis c'est réglé. Exact. Puis tu sais, même en Europe, là, j'en parlais avec Jean Fortier quand je l'avais reçu au podcast, puis il disait, tu sais, oui, l'UTMB, on peut en revenir aussi. Il y a d'autres choses, tu sais, des courses en France, il y a des ultras chaque fin de semaine, tu sais. Ouais. Tu trouves ton puis il y en a plein des belles courses aussi là, qui s'apparentent au UTMB, genre l'Ultra de Madère. Ça, j'aimerais ça faire ça, ça a l'air extraordinaire. Ce que fait Jeff en fait semaine passée. Il y a plein de beaux événements, je pense que c'est un peu moins dur à rentrer. Puis que ça vaut la peine 100 fois d'y faire. Là, puis au pire, le parcours de l'UTMB, j'irai le faire sur plusieurs jours. Oui, comme Julien Lachance puis Joanie s'en vont le faire en 3 jours, je pense, fast-pack. Puis... c'est extraordinaire. Non, exact. C'est des processus qui sont complexes, puis c'est correct, il y a beaucoup de demandes, mais ça décourage un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Il y en a d'autres, fait que c'est ça qui est encourageant. Ouais, c'est ça. C'était là des plans pour l'an prochain? Oui, l'an prochain, là, je me lance sur un marathon en avril. À Vegas. Oh, le rock'n'roll? Non, c'est pas le rock'n'roll. Ça s'appelle le Charleston Marathon. Puis ça part... Écoute, ça c'est extraordinaire. Ben, moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça va être incroyable comme expérience. Là. Ça part dans un range de montagne qui s'appelle le Mont Charleston à l'extérieur de Vegas. Ça s'en va sur la strip. C'est sur une autoroute. Ah ouais? C'est 5000 pieds de dénivelé négatif. OK, fait que c'est descendant. Fait que quand mon ami m'envoyait ça, il me dit « Regarde ça, un marathon début avril comme on cherchait. Je cours beaucoup avec 2-3 gars. Puis Guillaume Rioux, mon ami, il m'envoie ça. Puis il dit 500 pieds de dénivelé négatif, c'est parfait. C'est comme le petit train du Nord. On va aller faire notre Boston Qualifier. On veut notre groupe de coureurs aller faire ça en 2023. » Je dis, parfait, je regarde le dénivelé, je le regarde, puis je dis, c'est cool, je m'inscris. Puis là, 2 semaines plus tard, on prend de la bière ensemble, les 3 ou les 4. Puis on regarde le dénivelé, puis je fais, man, c'est pas 500 pieds, c'est 5000 pieds de dénivelé. C'est 5000 pieds en mètres? C'est 1600 mètres. 1600 mètres de dénivelé. Sur un marathon route. c'est une chute libre. C'est le range que tu vois quand t'es sur la strip, il y a de la neige. C'est ça, ouais. C'est une chute libre, là. Ça va être... Puis, tu sais, tu regardes le profil, c'est un beau faux plat descendant, là. Il y a aucune bosse, là. C'est genre...
direct au centre-ville. Tu peux-tu rentrer à Boston avec cette course-là pareil? Ouais, c'est un Boston Qualifier. Tu peux faire un PB solide. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, mon PB sur officiel, c'est 2,38. L'année passée, j'ai fait 2,37 pendant le COVID, là, un marathon covidien, on va les appeler comme ça. Puis là, tu sais, je me dis, bon, reach the sky is the limit, là. J'y vais all-in, puis si ça casse, ça casse. Puis je m'inscrirai à un autre marathon pour mon Boston, ça va être pas ça. C'est bon, ça. Ça va être le fun. Mais tu sais, en même temps, tu sais, mettons un 200 mètres de dénivelé négatif, tu te dis, ça t'avantage énormément. Tu le sens peut-être pas tant que ça dans les quads, mais 1600... c'est beaucoup, là. Je pense que des quads, ils en mangent une bonne. Là. Ça, c'est séparé, c'est divisé en 42 km, mais c'est pas divisé sur beaucoup. Ah non, c'est du stock, là. Fait que j'ai bien hâte de voir. Tu sais, je pense qu'il faut pas que je le sous-estime puis que je le prenne quand même. Mettons, là, je me vise 2,35. Si ça va bien, peut-être 2,33, 2,32. Okay. Puis je vais juste le partir sur du 2,35. Puis, regarde, si à 32, je me sens bien, puis j'ai les jambes, puis mes quads sont pas explosés, j'ouvre la machine, puis on va là-dessus. Mais ça va être cool, c'est un bel événement. Beau trip, quand même. Inusité. Puis, y a autre chose au calendrier après ça, c'est sûr que je veux faire un 100 kg route. Je sais pas où, je sais pas quand, mais c'est sûr que je me retape ça. J'aimerais ça faire un big backyard. Dis le gars qui dit qu'il faut qu'il fasse moins d'événements, puis qu'il faut qu'il économise son énergie. Ouais, c'est ça, Ouais, mais en tout cas, peut-être un des deux. Peut-être le 100 kg route ou le big backyard, peut-être pas les deux. Puis à l'automne, je vais faire le 80 d'Arikana, qui est probablement ma distance préférée. C'est ça que tu disais, l'effort de 8-10 heures. Là. Ouais, gros fun. J'ai une belle relation. J'avais fait 3e justement à cette course-là il y a plusieurs années. Fait que je veux la refaire, puis je veux la faire vite. Je pense que je suis bon dans Stranger. J'en fais pas assez de ces courses-là. Puis je pense que je peux être bon. Fait que je vais me retenter là-dessus. Puis à l'automne, ben là, je vais me relancer sur le 160, plus en fin octobre-novembre. Fait que Javelina Jondred, c'est sûr que j'aimerais ça. OK, oui, c'est vrai. En Arizona. C'est roulant. C'est des boucles de 30 kilos. C'est 5 boucles, je pense. Ouais, à peu près. T'as des points bonus si tu te déguises. Ouais, exactement. C'est à l'Halloween. Il paraît que c'est un gros party. T'as un DJ, genre, puis ça les rafles, par exemple, sont insane. Ouais, fait que tu sais, ça, c'est... Puis c'est pas trop dur à rentrer, tu sais, ça a l'air encore accessible. Ça, c'est le genre d'événement qui m'intéresse. Fait que là, inscription, c'est le 1er janvier. Okay. Ce qui est dans quelques jours, probablement, quand tu écoutes le podcast. Là. Fait que, quelques jours fait que là, moi, ça va être sur le Python, puis je vais m'inscrire, c'est sûr, je pense. Là. Ouais. Très nice. Puis après ça, on verra pour la suite. Là. Moi, tu m'es rentré en tête avec Pinotti parce que... Ouais. Je l'ai pas annoncé, une couple de semaines, j'ai sorti mon calendrier, là, juste parce que j'ai comme posté de quoi en disant, je me suis inscrit à la de la clinique du coureur, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais d'autre? Là, j'ai comme mis mon calendrier, puis tu sais, j'ai rien de prévu après Arikana, le 42 Saint-Siméon. Tu sais, je fais la CCC 2 semaines avant. Ouais, ça va être un bel événement. Fait que tu sais, je vais arriver à Arikana cassé, fait lutter HCTV sans avoir à squeezer une course à travers ça, comme c'est arrivé cette année. 42 Saint-Siméon pour le fun de prendre ma revanche parce que cette année, j'étais super content du résultat, mais tu sais, j'étais arrivé hypothéqué du week-end, du 42 de la veille, bref. Après ça, j'ai rien pantoute. Puis j'ai ciblé plein de courses des Western State Qualifiers que je me suis dit, tant qu'à en faire une, il y en a plein aux États-Unis, puis je vais aller me chercher une couple de chances de plus de pouvoir me réessayer éventuellement. Puis Pinotti était dans cette liste-là. C'est un bel événement. En Alabama, moi, je suis un gros fan de foot. J'ai des chums qui trippent sur le foot. Ben, il y a des Alabama au football, Alabama au football universitaire. Ils sont forts. Ouais. Je veux dire, c'est la plus grande dynastie de football collégial que j'ai jamais eue. Ouais. Je me dis, y a-tu de quoi faire 100 000 puis après ça, aller voir une game de Bama le lendemain? C'est un aller. Tu traverses un gros parc national, puis après ça, tu fais juste la trail. Ça s'appelle la Pinhoti, la trail. Puis c'est ça, tu traverses ça, puis c'est comme je te disais par Instagram, si t'aimes les événements roots, tu vas être gâté. Ouais, c'est assez roots, là, les ravitaux, c'est des locaux qui les font. Puis tu sais, ils sont super, tu sais, honnêtement, moi, politiquement, mettons, je suis pas un gros fan de Donald Trump, là. Puis quand je suis allé, c'était Donald Trump qui était là, puis c'est beaucoup des voteurs de Donald Trump. Ben, l'Alabama, c'est ça. Comment on appelle ça, la Bible Belt? Ouais, c'est ça, exact. Fait que, ils ont des opinions très arrêtées sur beaucoup de choses. Puis tu sais, moi aussi, mais plus de gauche, on va dire. Mais tu sais, arrêté, mais de l'autre bord. Malgré tout ça, malgré mon appréhension un peu de ça, j'ai eu du fun avec le monde qui était là, genre...
J'arrive à minuit et demi au ravito, défaite, après je sais pas combien, 100 kilos. Le gars, il était avec sa grosse salopette, c'est un farmer. Il arrive, il était à salopette, il faisait 0, il était tout nu en dessous de sa salopette, avec son chapeau de farmer, avec son blé d'Inde, pas son blé d'Inde, son blé. Ouais, tu sais, c'était ça, là. C'était vraiment ça. Puis il m'amène un shot de whisky, puis il me fait asseoir, il me prend les épaules, puis il m'assoit sur sa chaise, puis il me donne des tapes dans l'eau. Ça va-tu bien? Prends un shot de whisky, ça va te remonter. Tu l'as-tu fait? Il prend du gaz, il sac ça dans le feu, tu sais, pour faire exploser le feu. Je suis comme, wow. Ouais, exactement. Ouais, là, ça motive. Fait que t'as pris la shot de whisky? Je l'ai pas pris, la shot de whisky. Non, je l'ai pas pris, malheureusement, non. Il est tôt, hein. J'ai pris du café. Peut-être qu'il en avait mis sans m'en dire dedans aussi. Mais tu sais, à un autre niveau, ça me fait penser, je sais pas si je l'ai conté cette anecdote-là, mais le Bromont, il tire ses inspirations, c'est Gilles d'après l'américaine, puis il y a un peu ça, tu passes sur des terrains locaux, il n'y a pas beaucoup de règles à Bromont Ultra, c'est très américain comme trail québécoise. Puis à un moment donné, moi, en plein milieu de la nuit, je suis tout seul avec ma frontale, puis tu sais, à un moment donné, tu dis un peu, pas zombie, mais tu sais, t'es focus sur mes pieds, puis c'est tout, tu sais, j'étais pas dans le creux du tout, mais je suis tout seul dans le bois, j'ai pas vu croiser de coureurs depuis des heures. Moi, quand je suis parti du midpoint au 80, j'ai croisé personne jusqu'à mon pacer. En fait, j'ai couru avec un gars un peu sur la route, mais bref, pour au moins 20 kilos, j'ai pas croisé un seul humain, tu sais. Fait que t'es sur les terrains privés, puis tu cours, puis à un moment donné, dans les érablières. À un moment donné, je tourne le coin, puis il y a un bonhomme, il est pas tout nu en salopette, mais pas loin. Il est assis, puis c'était lui le terrain où on passe. Il est assis sur une petite table, écoute, on dirait qu'il a choisi la plus petite table qu'il y avait. Il y a de la place juste pour sa grosse quille de bière, puis il regarde les coureurs passer. Puis là, il me jase un peu, puis il me dit « Ah, t'es dans la deuxième douzaine. » Je comprends fuck all, deuxième douzaine, de quoi tu parles? Moi, il me dit juste « T'es dans la deuxième douzaine. Veux-tu une bière? » Non. Je continue. Puis à un moment donné, je comprends qu'il devait compter les coureurs passés, puis j'ai fini, mettons, 22e, avec deuxième douzaine. Je comprends. Mais moi, ça fait 16 heures que je cours. T'es dans la deuxième douzaine, veux-tu une bière? Quoi? Divertissant. Ben, c'est ça, c'est des petits moments comme ça qui sont le fun. Puis si tu fais la pinotie, il y en a beaucoup des petits moments comme ça. Ouais. C'est ça, c'est très local, c'est vraiment le fun. Puis faire une allée simple, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment linéaire, là. Puis tu sais, c'est roulant. Comme je te dis, la plus grosse difficulté technique, c'est une des montées qui est très rocailleuse, puis la descente après, puis après ça roule. C'est vraiment le fun. Là. Fait que, je te dis, tu sais, c'est pas la place que tu vois les paysages les plus extraordinaires du monde, mais ça reste à l'automne, t'as des vraiment belles couleurs. En Alabama, il y a quoi de... Il n'y a pas de grosses chaînes de montagne. Y a pas non, rien. c'est ça, c'est des petits... C'est comme la fin des Appalaches. Ouais. Un peu, genre. Puis... Mais tu sais, c'est beau les couleurs de l'automne pareil, mais puis l'événement est le fun. Tu finis sur une piste de 400. Ton dernier 400 mètres, c'est sur la piste de 400. Très puis, Western State comme finale. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis avec la grosse arche, mais il n'y a pas un chat parce que quand j'ai fini, il était 6h du matin, il n'y a pas un chat. C'est bon, ça. C'est ça, c'était drôle, mais c'était un bel événement, c'est ça, c'est le fun. Puis il te donne ta bouffe, puis t'es bien content. Puis c'est hot. Tu prends ta bière après. Ouais, c'est ça. Sinon, si on revient un peu plus sur la préparation physique, tu sais, en tant que préparateur physique, tu sais, je sais qu'on a déjà parlé ensemble hors des ondes, mais tu m'as déjà dit des fois... cordonnier mal chaussé, là, tu le disais tantôt, t'aimes ça te faire mal, t'aimes ça aller comme dans le creux, puis c'est pas nécessairement ce que tu conseillerais aux athlètes que tu suis, mais tu gravites dans l'univers de l'ultra-trail depuis longtemps. En tant que préparateur physique, en tant qu'expert de ça, qu'est-ce que tu remarques que les gens, qu'est-ce qui manque chez nos coureurs d'ultra dans leur préparation, dans leur façon de faire? Ben, je te dirais que je comprends les coureurs d'ultra qui veulent pas passer beaucoup de temps dans la salle. Je pense que c'est correct, puis même moi, dans la salle étant le gym? Ouais, exact, ouais. Puis à faire des exercices puis des trucs comme ça. Mais tu sais, selon la science, selon tout ce qui sort dans la littérature, peu importe la distance que tu vas faire, que tu es un coureur de 100 mètres ou de marathon, il y en a un peu moins sur le ultra, mais ça s'applique quand même au ultra, d'avoir une bonne base musculaire, que tu travailles dans ta préparation générale pour... juste t'assurer que, d'un, tu préviennes les blessures. Fait que tu travailles au niveau de tes pieds, tes chevilles en stabilité, en mobilité, tes hanches, la même chose. Au niveau de ton thorax, au niveau des endroits qui sont importants à aller chercher de stabilité, mobilité. Puis de faire une bonne base musculaire en force au début, puis transférer ça vers la puissance. T'es pas obligé de faire comme... T'es pas obligé de faire 52 semaines de préparation physique. Ouais. Tu peux passer l'hiver. L'hiver, il neige, des fois, ça nous tente moins. Ben, passe une journée ou deux dans le gym à la place. Au pire, cours 2-3 kilos sur le tapis. Ça va te satisfaire. Puis après ça, fais tes exercices. Moi-même, je suis plus un fan de passer beaucoup de temps dans le gym, mais
quand je finis ma saison, il y a au moins, je te dirais, un 16 à 20 semaines que je vais faire du gym. Parce que c'est ça que je fais dans la vie. Ouais. Mais c'est sûr que quand le beau temps arrive, je deviens excité puis j'en fais presque plus. C'est ça. Je vais faire un peu de yoga parce que j'aime ça. Je travaille de la mobilité, je vais faire un petit peu de core, des trucs comme ça pour me maintenir. Mais la base que te donne la musculation, c'est ce que tu n'auras pas à développer le premier 2 mois de ton trail. Tu sais, toutes les montées que tu rushes, tous les sauts que tu n'es pas capable de faire, d'aller reacher tel rush, des affaires techniques. Ben, si tu fais une bonne préparation physique, ça va peut-être pas te faire gagner ta course à l'automne, ça va prévenir tes blessures, mais surtout que ça va t'éviter d'avoir un mois d'adaptation, 2 mois d'adaptation. Tu vas arriver, tu vas être déjà prêt pour faire ta longue de la fin de semaine. Tu vas te sentir puissant dans les montées, tu vas te sentir à l'aise dans les descentes parce que tu as travaillé des sauts dans le gym. Tu vas pas être raqué, tu vas être moins raqué, fait que tu peux encaisser plus vite, tu peux en faire... Faut pas en faire tout ça nécessairement plus vite tout le temps, là, mais tu vas être mieux adapté déjà. Puis ça, c'est super important, je pense, pour le monde de trail. Puis c'est correct d'arrêter un peu d'en faire durant l'été ou d'en faire un peu moins une fois 10 jours et tout. Puis même la science, elle nous dit qu'une fois 10 jours, c'est en masse pour garder des qualités là, pendant un bon bout. Là. Fait que tu peux, puis il fait beau, c'est plate d'être dans le gym, va dehors. Ouais. Mais tu sais, profites-en à l'automne, profites-en à l'hiver quand t'es off-season. Va faire du gym 2 fois par semaine. Si t'es pas capable de faire 1 fois par semaine, c'est mieux que rien. Puis je pense que ça va beaucoup t'aider dans ta base, puis ça va beaucoup diminuer, comme je te dis, ton temps d'adaptation quand tu vas arriver dans la trail. Ouais. Sans nécessairement améliorer ta performance au final, mais je pense que oui, parce que si tu t'adaptes moins longtemps, t'es plus performant tout de suite, tu vas aller chercher plus de gains dans ton dénivelé plus, dans ton dénivelé moins. Tu vas être moins raqué, tu vas pouvoir sortir plus un peu, tu sais, puis tu vas avoir plus de plaisir. Fait que c'est ça, exact. Fait que sans avoir un gros but de performance, c'est juste, je pense que c'est ça la bonne recette. Puis je l'applique. Je suis cordonnier ma chaussée l'été, mais l'hiver, je suis un bon cordonnier quand même. Puis je pense qu'il y a une notion aussi de prévention de blessures. Puis tu le dis, c'est le fun l'été, on est excité, on va jouer dehors, mais une blessure parce que tu n'as pas fait ta préparation physique. C'est ça, exact. Ouais. C'est quasiment Pense à pire. ça, c'est ça, exact. Pense à ça que la petite blessure qui va te faire arrêter 2 mois l'été, là, elle va te faire chier en maudit si t'as pas fait ta petite heure de gym l'hiver. Là. Ouais, c'est clair. C'est peu d'investissement de temps pour beaucoup de prévention. Puis honnêtement, c'est presque 0% de chance que il n'y a pas... Le risque que tu te blesses, il va être quand même là. C'est ça que je veux dire. T'sais, on peut pas garantir que tu auras 0% de chance de te blesser. Mais si tu diminues le chance de te blesser de 20%, c'est un bon gamble. Là. C'est gros 20%. Ouais. Puis, tu sais, moi, je dirais plus un 30 pas un 40. Là. Okay. Fait que, tu sais, si tu vas chercher ça, 40% de chance de moins de te blesser, c'est énorme. Puis, il faut pas oublier que la course à pied, c'est le sport cyclique qu'il y a le plus de blessures. Mm-hmm. J'ai lu une étude récemment qui disait 7 à 8 blessures par 1000 heures d'entraînement. Un coureur de trail, ça court beaucoup, là. Ça court des heures, là. Fait que 8 fois par 1000 heures, c'est énorme, là, comparé à plein de sports qu'ils se rendent pas dedans, comme au foot ou au taekwondo, là. C'est beaucoup, là. Fait que si t'es capable de descendre cette moyenne-là, pour toi, à 3, 2, 3, 4, ben, t'es un grand gagnant, là, de ça. Puis c'est sûr que tu vas peut-être te blesser, et tout le monde se blesse. La course fait que c'est un sport qui nous fait blesser, mais... C'est ça, si tu es capable de descendre cette moyenne-là à 2, 3, 4 fois dans ton 1000 heures que tu as fait en 2-3 ans, ben, tu es très gagnant, tu sors gagnant des statistiques. Fait que, c'est clair, moi j'avais déjà entendu, je sais pas dans quel contexte scientifique c'était dit, mais il disait 150% des coureurs se blessent. En voulant dire que tu as 1,5% de chance. Fait que le coureur moyen, la moyenne est qu'un coureur se blesse au moins 1,5 fois par année. Oh oui, ben oui. Fait qu'il y a du monde qui se blesse jamais. Exact. Il y a du monde qui se blesse 2-3 fois. C'est ça, ouais. Ben, c'est ça. Honnêtement, je connais aucun coureur qui s'est jamais blessé une fois. Puis quand on dit blessé, c'est que tu es obligé d'arrêter, de ralentir beaucoup. C'est pas un petit inconfort. Là. C'est que tu es obligé d'arrêter. Tout le monde, là, ça arrive à tout le monde. Mais en ayant une bonne préparation, je pense que tu peux diminuer cette statistique-là puis de ressortir gagnant de ça puis de faire ton sport en santé pendant plus d'années. Autant au niveau des blessures que de la performance, finalement.
Ben, emmène à ça. Je pense que les gens ont pris des notes. Il faut le rentrer dans la tête des gens. Hein, exact. Pas obligé d'être compliqué. Hein, des choses simples, ça peut faire une grosse différence aussi. Là. Pas obligé de sortir les vidéos d'Instagram qui finissent plus de créativité. Garde les choses simples. Fais des sauts, fais des fentes, fais des squats. Pas trop lourd pour commencer. Quand tu commences avec de la qualité, charge un peu plus après. Puis ça va bien aller. Puis, that's it. Voilà. Moi, pour finir, tu le sais, j'ai toujours mes questions éclair NAC. Yes. Et là, on est en présentiel. Fait qu'on sait que c'est là que les records se battent. Ah ouais? Tu as eu le FKT de l'île d'Orléans pendant 1 mois. Là, il y a un FKT à aller chercher. Puis c'est des gars extrêmement rapides. Chez les hommes, le record, c'est toujours 15 secondes. Jimmy Gobeil, Samuel Poher. 2 bonnes fusées. Mais je sais que Joanie a fait 12. Fait que Joanie a fait 12. C'est quand même lent comparé à Joanie. Là. Oh, il faut leur dire. Joanie est en avant de tout. Je les aime beaucoup, les gars. Là. C'est pas... Yes. Fait que là, je sors mon chrono. Là, il faut que j'y aille vite. Parce que je me le fais dire. Ah ouais. Tout le monde m'écrit. Hey, t'es pas allé assez vite. Fait que c'est de ta faute, sinon. Ben, je pense que oui. Je pense que je suis prêt à prendre ce blâme-là. OK. Tu me dis quand t'es prêt. Let's go. Route ou trail? Les deux. Sentier roulant ou technique? Roulant. Bière ou vin? Bière. Monter ou descendre? Descendre. Questionnaire, bar ou gaufre? Gaufre. Chip ou biscuit? Chips. Île au coude ou île d'Orléans? Île au coude. 100K ou 100 000? 100K. Kylian ou François? Kylian. Aricana ou Bromont? Arcana. 14 secondes. Voilà. Et that's it, mesdames, messieurs. Et voilà, nouveau FKT masculin. Puis tu l'as bien fait parce que j'ai hésité à quelques-unes. Fait que, j'ai quand même été pas bravo si pire. Hein? Je m'attends pas, suite à l'épisode 71, mesdames, messieurs, je m'attends pas à recevoir de messages. C'était pas assez rapide. Je sais que les gens le font avec blague. Là. On s'entend que c'est un podcast de course, on se prend pas trop au sérieux ici. Non, c'est ça. Ah ben merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir, vraiment. C'était vraiment intéressant. Cette partie 1, je le rappelle, de l'entrevue. Écoute, on frôle le 1h50. Wow. C'est un bon épisode. Nice. Ça augure bien pour la partie 2. Donc, comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est le partenaire officiel du podcast. Je remercie aussi mon partenaire de bière, Boréal. Ils sont là pour la série Hors Sentier. Ce soir, c'était pas le but d'être dans le Hors Sentier qui est leur gamme sans alcool. Je m'enligne sur un janvier sans alcool pour le fun de l'essayer parce que je suis en build-up solide vers Black Canyon. Ouais. Donc, c'était peut-être le dernier épisode où je vais boire une bière alcoolisée. Puis là, la partie 2, je pense qu'on en boit plus qu'une. Mais j'essaie le janvier sans alcool pour aucune cause quelconque, pour aucune motivation autre que... Pour ton corps, c'est bien. Ça fait exact. bien. Le temps des fêtes est toujours... c'est le temps des fêtes. Ça fesse, puis après ça, c'est le fun de faire un affûtage de bière. Exact. Puis là, je suis dans mon dernier blog vers Black Canyon, fait que je mets toutes les chances de mon bord. Fait que la gang de Boréal sera là avec ses hors-sentiers qui sont, à mon goût personnel, les meilleures bières sans alcool. Donc, merci Boréal. Puis merci à toi, c'était vraiment cool. Merci à toi. Tout le monde, on se dit à bientôt pour l'épisode 72 qui est déjà en ligne. Donc, allez écouter ça. Je pense que ça va être drôle. Donc, à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% prêt.